Pas le temps de jouer, c'est l'épisode de septembre. Donc pas le temps de jouer, c'est quoi? C'est le podcast du backlog des jeux sous blister. On reprend des vieux jeux qu'on a achetés il y a longtemps et on vous dit si c'est bien, ça vaut le coup de les déballer, d'y jouer. Et bah écoutez, c'est l'épisode de la rentrée, un petit peu en retard parce qu'on est déjà le 10 octobre, le jour où on enregistre. Et ben, comme d'hab, je suis avec mon acolyte Bruno. Comment tu vas bien? Ça va. C'était la rentrée, donc ça y est, les petits sont à l'école et mine de rien, ça fait plaisir. L'école est pas fermée encore? M'en parle pas, malheureux. Ça commence, mais après ils ferment, c'est des raisons sanitaires, ils ont raison de les fermer, hein. Moi j'ai rien contre ça. Mais voilà. Non, pour l'instant, il n'y a pas de cas chez nous, donc ça va. Ouais, une rentrée tranquille, tout va bien quoi. Oui, enfin toujours la course, mais ça va. Bon, bah écoute, tant mieux, moi pareil, j'ai pris des vacances en septembre, donc c'était bien, une très bonne rentrée. Merci à tous ces gens qui reprennent le travail en septembre et qui me permettent de partir quand il n'y a plus personne. Vraiment, très grave. Merci à vous tous. J'ai pu jouer un petit peu de certains jeux qu'on va parler aujourd'hui. Je suis retombé dans PUBG, tiens. Ah bon? Ouais, j'ai relancé il y a à peu près 2 semaines, je t'en ai pas parlé d'ailleurs. Et bah ça marche toujours aussi bien, je trouve, franchement. Oui, c'est vrai que je t'ai vu sur Steam dessus. Ouais, voilà, bah, franchement, le Battle Royale, PUBG, c'est efficace. Il a l'air moins buggé quand même des fesses que par le passé dans mes souvenirs. Mais... Encore heureux en même temps. Encore ouais, mais ouais, ça marche toujours aussi bien, c'est vraiment un plaisir le Battle Royale finalement. Tu sais, c'est vraiment, tu te poses la question, pourquoi ça marche, tu rejoues. Ouais, c'est sympa quand même. Bon bah écoute, on a aujourd'hui un programme très chargé, je pense que ça va être un épisode long. Oui. On va avoir nos rubriques habituelles, donc on va tester des jeux. Toi tu vas nous parler de Halo. Ouais, la Master Chief Collection. Parce que je les ai quasiment tous faits, et je vais expliquer pourquoi. Ok. Pourquoi le quasiment en fait? Ah quasiment, ouais, je sais, tu m'en as parlé. Et écoute, moi de mon côté, je suis été très arcane puisque je me suis lancé dans Dishonored 1 et 2. Et j'ai lancé très vite fait Prey pour voir que je n'avais pas fini. Et en fait, c'est un peu l'impression quand même de jouer au même jeu dans un univers différent. J'exagère beaucoup, mais... oui, quand même. Ouais, un petit peu. Mais tu vois bien que l'ADN arcane dans ces 3 jeux, quand même, il y a une filiation qui est quand même assez importante. Donc je vais essayer de parler un peu de ça. Et alors étonnamment d'ailleurs, bon, non, je vais rien dire, on verra après. Et après on aura la brique à part ça, donc là on a beaucoup de choses à dire. Bah oui, c'est la fin d'année qui approche, il y a eu plein de trucs, ouais, il paraît qu'il y a 2 trucs qui vont sortir en novembre, là, je sais plus trop quoi là. Ouais, une boîte noire et un truc blanc et noir aussi. Ouais, c'est gros. Ça. Les deux sont gros et chauffent. Ouais. Il y a un truc comme ça, et puis il y a plein d'autres trucs qui sont passés. Et puis on a notre rubrique aux infomètres, comme d'hab. Oui, pour finir. Bon bah écoute, c'est parti. C'est parti. Écoute Bruno, le Earl Grey est servi, tu vas nous parler de la Master Chief Collection, donc Halo. Oui, parce que je pense que c'est comme toi, moi Halo c'est un jeu que j'ai pas joué à sa sortie, qui est pourtant un FPS assez important, en tout cas dans le monde du jeu vidéo. Enfin, il a eu un poids dans l'industrie assez majeur. Ça a été le porte-étendard de Microsoft pendant longtemps, et... Enfin, majeur aux États-Unis quand même. Ouais, majeur dans le monde, et puis quand même, malgré tout, ça a été l'image de marque. Enfin, c'est l'image de la Xbox. Non, il a quelque chose. Et surtout, et moi j'y avais pas joué à l'époque parce que à la base ça devait être un jeu PC. C'est le rachat de Bungie par Microsoft qui en a fait une exclu Xbox. Mais voilà, bon, enfin bref. Et puis quand il était sorti sur PC, c'était tard et on jouait à d'autres choses à l'époque. Mais du coup, c'est un truc que je me suis toujours demandé si c'était bien ou pas. Et vu que j'ai le Game Pass et qu'il est inclus dedans dans la Master Chief Collection en version remastered, je me suis dit que c'était l'occasion.
Et alors, ma première réflexion que je vais te faire, c'est que Halo 1, eh bah, j'ai bien aimé. Tu vois, on va parler, je vais pas casser le suspense, enfin je vais casser le suspense tout de suite. Non, c'est un jeu qui est étonnamment actuel, et en y jouant j'ai compris pourquoi effectivement il avait eu cet impact-là à l'époque, parce que c'est vraiment un jeu qui est euh, hyper nerveux. Bah écoute, moi pour petit aparté comme ça, le souvenir que j'en ai à l'époque, de toute façon vu qu'on pouvait pas y jouer parce qu'il était sur Xbox uniquement, le fameux parpaing, voilà, Ouais. c'est que tout le monde disait, enfin nous en tant que joueurs PC, en disant un FPS sur console c'est la bonne blague, alors qu'au final tout le monde disait bah, pour un FPS console ça marche super bien. Oui. Alors moi j'y ai joué à la clavier-souris, hein. J'y ai joué sur PC, Oui. faut pas déconner. Mais c'est surtout qu'en fait, même s'il était sorti sur PC avec quelques adaptations, parce que tu sens quand même que c'est un truc console en termes de Bah, viseur. tu peux pas effectivement en termes de difficulté garder la même difficulté que si tu joues au clavier souris ou inversement. Alors c'est pas tellement une question de difficulté, c'est plus une question de feeling, enfin de viseur des armes et de type des armes en fait. Oui, Donc, enfin, il y, voilà. y a tout un feeling, enfin, un rendu et une précision que tu dois adapter au fait si tu joues à la manette ou clavier souris. Ouais, ça je suis d'accord. Mais par contre, c'est un jeu qui, d'un point de vue gameplay, dans ses affrontements, est, comme je disais, hyper moderne. Et ça tient en deux petites choses, c'est qu'un, il est super lisible. Les ennemis sont colorés, les tirs adverses, c'est quand même un jeu où il n'y a quasiment pas d'armes à hit scan. Tu sais, c'est-à-dire qu'il te touche automatiquement. Dès que le mec te vise, il appuie sur le bouton, si t'es en face de lui, t'es touché. C'est des projectiles, donc tu peux souvent les esquiver. Donc tu passes ton temps à te déplacer, à strafer, à éviter les trucs, les tirs, etc. C'est aussi un jeu où l'IA était hyper intéressante pour l'époque et elle est encore tout à fait valable aujourd'hui. Et ça a été quand même une bonne grosse surprise pour moi. Pour un jeu sorti en 2001, oui, c'est étonnant. Ouais, ah ouais, franchement, mais franchement, ça fait que les affrontements, c'est-à-dire tu meurs, tu recharges, tu refais la même zone, ça va pas du tout se passer pareil. Parce que t'as pas tué le même ennemi en premier, parce qu'ils vont pas réagir pareil, parce qu'ils vont paniquer parce que t'as jeté une grenade dans le tas. Enfin, les situations comme ça évoluent tout le temps, et c'est un jeu qui... Et là, je pense que c'est parce qu'il avait été pensé pour la console, à intégrer beaucoup de limitations de l'époque, enfin du jeu au pad, donc tu peux prendre que 2 armes à la fois, ce qui était quand même sur une grosse limitation. À l'époque, on se baladait avec tout son arsenal dans les... Oui, la brouette derrière, avec la charrette. La brouette derrière, ouais. Et il y a un bouton dédié aux grenades, il y a un bouton dédié à l'attaque au corps à corps. Et ça, tout ça, ça fait que t'as un gameplay qui est en fait beaucoup plus proche d'un Doom 2016. Tu vois, tu vas dans la mêlée, tu fonces sur les mecs, tu leur mets un coup de coude, tu ramasses les grenades, tu la jettes à la volée en leur tirant dessus, en prenant tout un tas de décisions, en te mettant à couvert, etc. C'est super plaisant. Ouais. C'est vraiment, d'un point de vue gameplay, j'ai pris mon pied. Et en plus, il varie les situations, les types d'ennemis, vraiment les types d'arènes que tu as. Tu vas être en milieu fermé, en milieu ouvert. T'as des ennemis qui vont être plutôt vulnérables à certains types d'armes, etc. Ce qui va, encore une fois, t'es tout le temps dans des micro-décisions permanentes. Et sa boucle de gameplay est vraiment bien. Alors, le problème, c'est que, voilà, la boucle de gameplay est bien, mais moi, c'est le même défaut que je donnerais sur un Doom 2016. C'est qu'au bout d'un moment, moi, dans les FPS, j'ai aussi besoin d'une grande histoire qui me porte, etc. Et de situations un peu qui changent, quoi. C'est pas parce que tu me mets des nouveaux mecs dans une arène que tout de suite, je sens la révolution. Oui. Et c'est un jeu qui, voilà, a tendance un peu sur la fin, t'as un peu l'impression d'avoir tout vu et qu'on te remet des trucs, mais même, quand même, les derniers niveaux sont quand même intéressants et sont assez plaisants, avec des... il se permet même de pas avoir de boss de fin, et même une dernière section où tu tires plus. Tu prends juste la fuite en voiture et tu dois esquiver, un peu comme l'Overcraft de Half-Life, tu vois. Comme dans Call of Duty. Ah bon, peut-être. Oui, il y en a un, il y en a un comme ça en bateau, je sais plus. Je mets plus. D'accord. Un vieux Call of Duty. Ouais, ben voilà. Mais donc, non, c'est un... Ouais, j'ai vraiment aimé. Alors, il a plein de défauts, hein. Clairement, alors déjà, le premier, c'est que ça reste un remake qui avait été fait pour la 360. 360 Donc, le remake. Je crois que tu parles de la version originale. Non. Et en plus, qui avait été refait par... Enfin, la version Xbox, c'était de la Xbox One, enfin, de la Xbox, pas One, mais de la Xbox tout court.
Merci Microsoft et vos noms de console. En 2001, donc il y avait, tu vois, les textures, elles n'existaient pas, quoi. Enfin, on va dire, c'était des aplats de couleurs quasiment, avec juste des reflets. Et le remake, du coup, ils ont réinventé tout un tas de décorations. C'est pas toujours du meilleur goût. C'est un jeu qui est quand même assez dans les tons fluo, violets, brillants et tout. C'est fou. On en avait déjà parlé, mais effectivement, la direction artistique de Halo, moi, je suis vraiment pas fan du tout. Hein. Et bah là, tu vois, je préfère la direction artistique du Halo d'origine. Parce que tu peux switcher sur la Master Chief Collection et voir le jeu tel qu'il était à l'époque. Je préfère ça à celle du remake. Parce que celle du remake, en fait, ils ont rajouté des ornements partout, ils ont surchargé le truc, et au final, c'est encore plus kitsch, quoi. Voilà. Et bon, il a quand même des gros niveaux bien lourds, bien longs, qui se répètent beaucoup, il y a beaucoup de backtracking un peu naze. Voilà. Mais je maintiens que j'ai quand même pris un pied assez important à y jouer, et je l'ai fini vraiment sans déplaisir, quoi. Je me suis pas forcé, je me suis pas... En plus, il a introduit un système de vie un peu hybride, où t'as un bouclier, tant que ton bouclier n'est pas touché, tu te rechargeras toujours. Et après, t'as une barre de vie que tu peux recharger avec des packs de soins. Voilà, c'est toutes ces petites choses mis bout à bout qui ont fait que, bah non, c'est un bon jeu, quoi. C'est un bon jeu, et encore, aujourd'hui, franchement, il tient la route. Alors... je prétends pas que c'est le truc à faire, tu vois, ça va te révolutionner ta vie, mais si t'es un peu curieux de pourquoi tout le monde parle de Halo, bah, je vous dis, tu comprendras très vite, quoi. Pourquoi, effectivement, tout le monde a dit que ce jeu a marqué les FPS, parce que tu vois vraiment quand tu le remets dans son contexte de 2001, c'est vraiment le proto-FPS de ce que vont devenir ensuite les FPS derrière, quoi. Et je vais en parler justement avec le 2. Avant, j'aimerais juste conclure sur le 1 à ce niveau-là. La VF est dégueulasse, par contre, c'est vraiment immonde. Les voix sont insupportables aujourd'hui. Les cinématiques, bah forcément, c'est des cinématiques de 2001, alors même si elles ont été retravaillées, c'est absolument affreux. Mais par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, et ce qui est très actuel, c'est que tu retrouves le même souci de cohérence que dans Half-Life. C'est-à-dire tous les ennemis droppent leurs armes, tu peux le ramasser. Certains ennemis vont dropper des grenades, tu peux les ramasser. Les packs de soins, ils sont pas distribués n'importe où, n'importe comment. C'est toujours, tu vas trouver des mecs, des marines qui sont morts, et donc c'est là où tu vas retrouver les armes pour te recharger des munitions, des trucs, des machins. Ouais, c'est un jeu on a déjà vu, mais c'est bien fait. C'est-à-dire que c'est vraiment... À aucun moment tu te dis, ah ouais, bon, là... ça a été, tu vois, c'est un truc qui fait très artificiel. Non, ils ont essayé de justifier chaque élément de gameplay ou de... Ok. C'est pas mal, franchement, ça fait plaisir. Donc, la suite alors Alors... Parce que c'est une collection, donc tu nous parles du 1, etc. C'est très bien. Je parle beaucoup du 1 parce que le 1, c'est celui sur lequel j'ai pris le plus gros pied, en fait. Ah bah t'as déjà donné la réponse, en fait, pour la suite. Voilà. Non, le 2, alors le 2... Le 2, c'est un projet un peu maudit. Apparemment, ils ont crunché comme des fous pendant 2 ans, ils y arrivaient pas. Ils s'étaient lancé un gros défi technique, parce que c'est aussi un jeu qui est sorti sur la première Xbox. Et ils s'étaient lancé un gros pari technique avec des lumières, temps réel, enfin des trucs qui étaient complètement fous, quoi. Et alors, c'est un jeu que j'ai trouvé laborieux. Et surtout, tout ce que j'avais aimé, comme je disais dans le 1, d'ouverture en fait dans les gunfights où c'est toi qui prends les décisions, qui switch parce que c'est lisible, parce que tu sais ce que tu veux, parce que tu connais les armes, il y en a pas tant que ça. Dans le 2, ils ont rajouté plus de trucs, plus d'ennemis, plus de types d'armes, plus de machins, et puis ils ont réduit ta vie. Ce qui fait qu'en fait, t'as tendance quand même à aller beaucoup moins dans la mêlée, et en fait c'est un jeu qui est beaucoup moins créatif. C'est beaucoup plus, on te donne une zone avec des ennemis, un type d'ennemi, ce type d'ennemi là pour l'avoir, c'est mieux d'avoir tel type d'arme, et on va te donner le type d'arme, tu vois. Donc c'est beaucoup plus maîtrisé en termes de gameplay, et du coup c'est moins bordélique, mais moi ça me plaît moins. Forcément, parce que là je retombe dans le travers de tous les FPS modernes que j'aime pas, quoi, en fait. Où vraiment, on a l'impression qu'on te donne une arme, on te dit mets-toi derrière cette caisse-là, shoot tels ennemis, et ensuite tu avances de 2 mètres, et tu refais la même chose avec 2 nouveaux ennemis qu'on t'a indiqué, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Avec une grosse flèche qui te dit, et ensuite tu prends la porte. Et il a vraiment beaucoup plus ce syndrome-là. Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, ça te choque, mais à l'époque, je pense que c'était moins marqué. C'était peut-être moins marqué, mais du coup, ouais, ok, mais le podcast, on les juge maintenant, quoi. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est l'intérêt premier de ce podcast. Voilà, exactement. Et à l'époque,
bah, ils ont développé l'histoire, en fait. C'est tout le truc, tu vois. Ils ont développé le lore, ils te font jouer un extraterrestre, t'alternes entre les deux points de vue. Il y a quand même des tentatives à ce niveau-là. Après, le problème, c'est que t'accroches ou pas au lore, et moi, j'accroche pas trop au lore de Halo, quoi. Comme je dis, déjà, d'un point de vue DA, je le trouve assez kitsch. Ouais, ça c'est moche. Hein. Ouais, enfin, ouais. Et puis, même, toute leur... Enfin, c'est des trucs qui sont assez vus et revus, quoi. Donc, ouais. Le 2, pour le coup, je me suis fait vraiment violence pour le finir. Il y a des passages où on te file... Parce que la grande nouveauté du 2, c'est que tu pouvais prendre deux armes, une dans chaque main. Et il y a des moments où, je te jure, je voyais même plus mon écran, parce que chaque arme prend la moitié d'un écran, quoi. Donc j'avais 10% de... voilà, et dès que tu tires, ça fait des piou-piou laser partout. C'était... Enfin, ouais, la fin du jeu, j'ai vraiment souffert. Il a vraiment fallu que je me force pour le finir, avec un scénario qui part un peu dans tous les sens, qui m'a pas passionné. Et c'est un jeu où... pareil, alors l'ADA, comme je dis, on aime ou on n'aime pas, mais là, en plus, à cause de leur choix technique, il y a des passages qui, même en remaster, sont affreux. Mais vraiment moches. Avec des textures répétées, tu sais... oui, copier-coller. Des copier-coller, des passages qui sont clairement là pour allonger la sauce. Enfin, les mecs, après, ils n'en avaient plus rien à faire, ils ont dit, allez, vas-y, on finit, vas-y, copie-colle partout, et puis c'est bon. Bah, c'est surtout le début du jeu, en fait. C'est ça le paradoxe. C'est que c'est surtout le début du jeu qui est comme ça. La fin, c'est un peu mieux, mais on retrouve des défauts du 1, comme ça, avec des niveaux qui se répètent. Vraiment, on te fait une salle, et puis on te fait la même salle 3, 4, 5, 6 fois d'affilée, quoi. Bout à bout, tu vois. Merci, quoi. Ouais, les tunnels. Ouais, le tunnel, ouais. Et comme je dis, vu que c'est un jeu où tu meurs qui est plus dur, et tu meurs très souvent, t'as très 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 peu de vie, t'es moins encouragé à aller dans la mêlée, donc voilà, le mélange des deux m'a vraiment pas... J'ai pas adhéré, quoi. J'ai pas adhéré à ça, vraiment c'est un truc qui m'a... Ouais, non, le 2, c'est pas un bon souvenir. Le 3... Bah, le 3, écoute, c'est comme le 2, mais en pire. Non, avec des améliorations dans le gameplay, pour le coup. Les armes sont... Les projectiles sont plus rapides, ce qui fait que t'as plus la main sur... tu te sens un peu plus... Enfin, t'es un peu plus résistant, et donc le gameplay est un peu plus agréable, en fait. Les gunfights sont plus agréables, d'une manière générale. T'as les mêmes défauts que dans le 2. Là, c'est un jeu qui est remaster, il est pas remaster, hein, il est juste sorti tel quel, c'était un jeu 360, ouais. Donc ils l'ont juste porté sur PC. Et donc tu t'es en Full HD et tout ça, mais voilà, il est dans son jus. C'est pas un mauvais jeu, mais voilà, t'es dans le FPS plan-plan, assez classique, pas incroyable, pas... Ouais. Ouais, voilà. Ça se fait, quoi. Ouais. Ça se fait, c'est pas déplaisant, mais en fait, c'est surtout qu'ils apportent plus grand-chose, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'une fois que tu l'as fini, déjà, tu en retiens rien. Non, et puis c'est les mêmes situations, en fait. Depuis le 1, le 2 répète les mêmes situations que le 1, quasiment. Ils te réintroduisent quelques nouveaux ennemis, quelques trucs, mais c'est pas... C'est marrant, ça me rappelle une autre franchise de chez Microsoft. Ouais, Gears of War, ouais. Voilà. Ouais, non, mais c'est un peu ça. Sauf que Gears of War, les 3 premiers, ils arrivaient justement à exploser leur carcan. Moi, j'ai dit, les 3, ils sont incroyables, les 3 premiers. Là, dès le 2, pour moi, ils avaient essoufflé le lore. Il fallait faire autre chose. Il fallait partir sur des nouveaux extra. Enfin, je sais pas, fallait. Mais. Parce que structurellement, le jeu est le même. C'est-à-dire que tu vas affronter des Covenants au départ. Ensuite, tu vas avoir le Flood, qui est un espèce d'ennemi parasite qui se grève dans la mêlée. Donc, c'est des types d'ennemis beaucoup plus au corps à corps, et ainsi de suite. Puis on va te mixer les deux. Enfin, tu vois, t'as la même structure, quoi. Et c'est pas... Bah ouais, refaire les... Alors surtout quand tu les enchaînes comme j'ai fait, quoi. Refaire les mêmes situations exactement les unes... Enfin, c'est un peu naze. Voilà. Et donc, ouais, non, c'est pas déplaisant, mais c'est pas extraordinaire, quoi. Vraiment. Ok. Et ensuite, j'ai enchaîné sur Reach. Alors, Reach, qui est la préquelle du 1. Et là... Bah, c'est pareil, sans les floods, donc c'est encore moins varié. T'es en escouade. Et je sens que cette collection est d'une valeur ajoutée incroyable. Bah écoute, je suis content de l'avoir fait, au moins, comme ça je peux dire que j'ai fait les Halo. Mais le dernier, là, qui est sorti fin septembre, je l'ai pas téléchargé, quoi. Tu vois, ODST... Bon, aussi parce que mon application Game Pass a planté sur mon PC, j'ai dû virer tous les jeux que j'avais téléchargés, et chez moi, ça prend des mois. Enfin, du coup, la Master Chief, elle était passée à 100 gigas, ce qui veut dire que j'en avais pour un mois à télécharger, mais... non, enfin, je pense que ODST est peut-être bien, mais moi, c'est bon. La licence,
Ouais, t'as fait le tour. Voilà. J'ai fait le tour. J'irai peut-être voir quand ils sortiront Halo 4, parce que du coup, changement de studio, je suis un peu curieux de voir ce qui a été fait. Même si le cas d'école Gear of War 4 m'emballe pas du tout, n'est-ce pas? Dans la façon Mais de qu'a il me Microsoft. semble pourtant que le 4 avait plutôt bonne réputation. Mais... Halo 4 ou Gear of War 4? Non, Halo 4. Bah justement, j'irai peut-être lui donner sa chance, tu vois. Mm. Pour voir ce que ça donne, parce que après tout, pourquoi pas. C'était 505, hein? C'est 343 Industrie. Ouais, 340. Ouais, je savais bien qu'il y avait un industrie qui avait des chiffres dedans. 505, c'est ouais. Oui, Mais, bon. C'est autre chose. Mais Oui, voilà, je sais, c'est autre chose, mais je confonds toujours les deux. Mais... Ouais, et oui, je lui donnerai sa chance, j'irai voir. Mais au DST, voilà. Les FPS 360, enfin Xbox 360 un peu moche, un peu daté sur la mise en scène, etc. Bof. Bon, en gros, on va dire que ta reco sur cette collection, c'est si t'avais un Game Pass, faites le 1 et puis c'est tout. Bah après, tentez, si vous vous accrochez sur le lore, il faut pas se priver, quoi. Tu vois, Oui, c'est pas des mauvais jeux. C'est juste, moi, j'ai pas accroché sur l'histoire, et donc le gameplay se renouvelle pas assez à mon goût pour m'intéresser sur la durée. C'est une série qui est vachement intéressante, parce que tu vois vraiment l'évolution du FPS. En fait, ils ont pris la direction opposée de Half-Life. C'est-à-dire que tu peux comparer Half-Life 1 et Halo 1, même si Halo est beaucoup plus action et beaucoup plus un gameplay de combat repose beaucoup plus là-dessus que Half-Life. Half-Life, il reposait déjà sur des situations, tu vois, des variétés de mise en scène. Oui. Et le shift entre Half-Life 2 et Halo 2, parce qu'ils sont sortis pas trop loin l'un derrière l'autre, quoi, à 1 an d'écart, c'est que Halo 2, bah, il est parti dans l'action, quoi. Il te fait que de l'action, et de l'action maîtrisée, c'est-à-dire qu'ils essayent toujours de contrôler le joueur tout le long de la partie, et de lui donner vraiment voilà. Que ce soit sous contrôle. Et Half-Life, en fait, c'est une variété de situations qui se renouvellent permanemment, quasiment de gameplay différents, qui changent tout le temps, quoi. Là, tu compares un chef-d'œuvre avec un jeu. Ben, je sais, alors c'est justement. Somme toute assez banal. Bah, Halo 2, ouais, on va se faire des ennemis parce qu'Halo 2 il est assez culte, tu vois, mais. Oui, enfin, bon, quelqu'un qui va m'expliquer que Halo 2 c'est du niveau d'un Half-Life 2, tu vois. Non. Je dirais... Mais c'est justement ça, tu vois, l'avantage, c'est que du coup, ça m'a donné un super truc. C'est que Halo 1, une fois que je l'ai fini, eh ben, je me suis refait Quake 1 pour retrouver du gameplay, tu sais, bien nerveux, bien dégueulasse, avec des mecs qui volent dans tous les sens et tu vois, du jump. Et quand j'ai fini les derniers Halo, bah, je me suis enchaîné sur Half-Life 2 parce que voilà, Half-Life 2, quoi. Parce que je m'étais réhabitué au déplacement un peu des FPS des années 2000. Et du coup, j'ai pu me remettre dans Half-Life 2, mais comme dans des chaussons. Oui, facilement, ouais. Et et je prends un pied, je l'ai pas encore fini, mais je prends un pied énorme à me refaire Half-Life 2 derrière. Donc je pense que la Halo Collection, elle m'a donné ça, quoi. Et je dirais, pour ça, c'est génial. Merci. Merci Halo. Merci tu Halo. m'as donné envie de jouer à d'autres jeux. C'est super. Voilà. C'est une conclusion un peu trollesque, mais vraiment, c'est... Voilà. Donc, Elle me paraît parfaite. Ouais, moi aussi. Je conclus en disant, le 1, si on est un peu branché sur, tu vois, l'histoire des FPS, etc., c'est un titre important. Ouais. Il est encore intéressant aujourd'hui, il est pertinent dans plein de trucs d'un point de vue gameplay, et je comprends l'impact qu'il a eu, y compris sur les jeux PC, parce que c'est vraiment un bon jeu. Maintenant, voilà, c'est un jeu de 2001, quoi. Ouais, donc à jouer avec un Game Pass si vous l'avez. Oui, mettez pas 40 € là-dedans. Ouais. Enfin, sauf si vous êtes vraiment fan. Ouais, si t'es fan, à mon avis, tu les as déjà. C'est ça. Ou tu les as déjà fait. C'est ça. Attends. Ok, bah écoute, merci Bruno. J'y jouerai pas. Non, mais non, le 1, tu vois, autant ça me tente, mais toutes les preuves du Game Pass, etc., même si j'ai la fibre et tout, il n'y a pas de problème. Non, c'est bon. On va pas reparler du Game Pass. Et en plus, c'est le prix augmenté. C'est ça. Donc, ah oui, ça fait 10 €, hein, ça fait cher. Voilà. Bon, ouais, c'est cher. Ça va, mais vu apparemment comment c'est mal foutu, je pense que je vais éviter cette épreuve. Ouais, c'est écoute, foutu quand t'as ma connexion, quoi. Oui, en plus. Bah écoute, on va passer à la suite avec mon petit segment sur Arcane.
toi, Thomas, pendant que moi je me faisais des FPS rétro des années 2000, t'as joué ton masochiste et tu t'es lancé dans des jeux d'un style de jeu que t'aimes pas en fait. Ouais, j'adore les jeux d'infiltration, c'est vraiment mon passe-temps favori, donc je me suis dit je vais me faire 2 Dishonored là, ça va être parfait. Exactement. J'aime pas ça, c'est viscéralement le jeu d'infiltration, c'est vraiment pas ma came. Mais je me suis dit quand même que j'avais ces 2 jeux là dans mon backlog, qu'ils ont une bonne réputation, donc pourquoi pas. Ouais, c'est des jeux que j'essaye de faire régulièrement, je suis un peu comme toi moi sur l'infiltration. D'ailleurs, j'essaye de comprendre ce que j'aime pas dans le genre, un jour je comprendrai. Mais je sais que Dishonored, c'est un jeu sur lequel j'essaye de me lancer régulièrement, quoi. Oui, en fait, moi je vois très bien, ce qui me gêne, j'y viendrai après. Et le truc, c'est quand même que je me suis dit, Dishonored, visiblement, il y a quand même une assez belle aura, qu'il apportait beaucoup de choses pour le jeu d'infiltration, donc pourquoi pas. En plus, même visuellement, ça me tente bien, donc... Alors, Dishonored, c'est quoi ? Ce sont des jeux de chez Arkane, donc un studio qui appartient à Bethesda et ZeniMax. Jeux solo, FPS, d'infiltration. Donc, développé par Arkane France. Oui, c'est Lyon les deux. Lyon, ouais, c'est à Lyon. Parce qu'il y a aussi un studio aux États-Unis, donc qui ont fait Prey, d'ailleurs, eux. Alors, oui, le premier, je crois, est fait avec. Enfin, il n'y avait pas encore le studio au à Texas. Dallas. Ouais, il me semble pas. Non, peut-être pas. Et justement, ils l'ont fondé, c'est quand ils ont démarré Dishonored 2, l'un des 2 directeurs du jeu est parti fonder le studio au Texas et a fait Prey. Pour situer, bref. Voilà. Bon, voilà pour les jeux. Dishonored 1 est sorti en 2012, Dishonored 2 en 2016. Jeu PC, mais console aussi également. Dans l'univers, alors donc, ça se passe dans une uchronie de type steampunk, genre néo-victorien. Moi personnellement, alors j'aime pas le steampunk, mais là dans le cas présent, je trouve que l'univers est vraiment fou. Bah, en même temps, quand t'as le directeur artistique de Half-Life 2... Voilà, Victor Antonov, j'allais y venir. Voilà. Alors ça tombe bien parce que je vais faire, on va parler directement de la direction artistique et de l'univers. Donc pour l'histoire, vous jouez en fait le protecteur de l'impératrice d'un empire fictif, et en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a un complot qui est organisé pour assassiner l'impératrice. Vous vous faites accuser du meurtre et vous tentez de vous évader et de mettre à jour les comploteurs, etc. Et de laver ton honneur, parce que c'est... Laver ton honneur, bien sûr, voilà, évidemment, bien sûr. Et bon, ça c'est classique, je vais pas après rentrer dans les détails. Et donc l'univers, moi je trouve que c'est le gros point qui marche beaucoup, puisqu'en fait voilà, c'est une espèce de mélange où il y a des technologies que on n'aurait même pas aujourd'hui, dans un univers en fait 19e siècle. Ouais. Donc c'est très intéressant. Par exemple, il y a je vais rentrer un petit peu, je vais tirer dans le détail sans rentrer par la partie gameplay, mais par exemple il y a des murs électriques, ce genre de choses, des robots, tout plein de technologies qui collent pas du tout avec l'époque du monde réel, dont la vérité est véritable. Et là, du coup, ça crée une espèce d'univers vraiment, comme tu l'as très bien dit, par rapport au effectivement que ce soit basé par Victor Antonov. Ça marche super bien, comme City 17 dans Half-Life 2. Tu vois, il y a une espèce de une ambiance crédibilité. Voilà. Puis c'est pas des... Voilà, c'est crédible. C'est difficile à définir, mais effectivement, il y a une crédibilité dans l'univers, avec ce petit côté, en fait, improbable. Il faut d'usure, de pièces, etc., qui fait que tu regardes l'appareil et tu fais « Ok, d'accord, voilà, je comprends. » Il y a une espèce de... Tu sens que l'univers a vécu, qu'il y a des technologies qui existent là depuis quelques temps, et des choses qui sont inventées. C'est difficile à définir, mais voilà, c'est très organique, ça marche bien. Tu parles par exemple de ton mur d'énergie, je sais que tu vois les câbles d'alimentation, tu vois la source d'alimentation, enfin c'est pas des trucs magiques qui tombent comme ça, quoi. Tout est ancré et a une certaine logique, ce qui fait que... Voilà. La cohérence. Le peu que j'ai joué... c'est exactement, c'est des univers qui sont très cohérents, et en tout cas dans les designs. Tout à fait. Alors, ça marche. Je vais essayer de parler un peu globalement des 2 Dishonored, même si de mon point de vue, je trouve que le 2 est une version améliorée, corrigeant un peu tous les défauts du premier. Bon, ça reste mon point de vue. Je n'ai pas fini les 2 jeux parce que j'avais malheureusement pas assez de temps, mais j'ai vu quand même assez pour me faire une idée quand même globalement des jeux. Voilà, peut-être que je vais me tromper sur certains trucs, mais je ne m'avancerai pas sur par exemple la fin des jeux. J'ai essayé de regarder sur internet pour voir comment ça finissait, donc je ne divulguerai pas ça. Mais effectivement, l'univers, en fait, il y a une cohérence, et d'ailleurs qui est très importante, puisqu'au final, le jeu, puisque c'est un jeu d'infiltration,
intrinsèquement, tu as besoin d'avoir un univers en fait à ton service pour réussir ton infiltration. Oui. Oui, puis tu as besoin de comprendre les mécaniques, surtout. Voilà. Et là, c'est là la grosse force en fait de ces deux jeux, c'est que tout se base sur l'univers. Donc en gros, comment ça se passe ? Toi, en tant que assassin, tu as des objectifs à remplir qui vont par exemple aller tuer par exemple un des membres du complot. Et donc il va falloir, tu as une mission, atteindre cet objectif, atteindre ce gars que tu dois tuer. Et le jeu, ce qu'il fait, c'est qu'il te laisse un peu de liberté. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas vraiment du open world. Hein. C'est plutôt des semi-milieux ouverts où tu peux avoir plusieurs chemins pour arriver à ton objectif. Et le jeu dans l'émission d'ailleurs te l'indique bien, puisque tu as entre guillemets, des scores à la fin qui vont t'indiquer si par exemple tu n'as tué personne, si tu ne l'es pas fait détecter, ou si tu as tué justement un certain nombre d'ennemis. Donc le jeu t'invite en fait à choisir un gameplay en fonction de ce que tu as envie de faire. Et pour bien sûr, comme c'est un jeu d'infiltration, le but c'est de pas te faire repérer, c'est essayer de passer inaperçu, et le jeu te permet de faire ça en fait. Alors comment vous expliquer ? C'est un peu compliqué, mais en gros, par exemple, vous avez des gardes, vous avez le choix de pouvoir potentiellement taper dans le tas, tout simplement, et s'attaquer. Ce qui est faisable. Moi je trouve que le jeu n'est pas punitif si tu décides en fait d'être agressif. Malgré que ce soit un jeu entre guillemets d'infiltration, si tu décides d'être agressif, ça peut passer. Là, il va te punir, c'est par contre si tu le joues un petit peu, je vais rien préparer, je vais m'attaquer des ennemis sans vraiment repérer ce qui se passe. Ouais. Donc si t'as pas un minimum d'intelligence de jeu, le jeu peut te punir assez rapidement, parce que si t'as affaire à 4-5 ennemis simultanément, ça va être compliqué. Donc tu vois, on reste de ce qu'on disait, il y a une cohérence en tout cas dans les combats, dans le système. Oui, c'est-à-dire que t'es pas découragé d'y aller en bourrin, mais effectivement, t'es pas non plus une machine de guerre, un surhomme, quoi. Exactement. Tu sens quand même, moi je trouve que t'as quand même un petit côté un peu surhumain, mais malgré tout, le jeu ne t'encourage pas à foncer dans le tas. Tu vois. Tu sens pas qu'il y a, tu vois, un vice dans le jeu qui te permettrait de faire ça au niveau du gameplay. Oui, d'accord. Et surtout, en fait, et c'est là qu'en fait le jeu m'a accroché, surtout sur le 2, et je pense que je le finirai post-podcast, c'est qu'en fait les mécaniques pour arriver à tes objectifs, on te donne plein d'outils, et c'est à toi de les utiliser. Par exemple, tu as un garde, tu peux très bien essayer d'attendre qu'il ait fini de faire sa ronde, parce que bien sûr, dans ce genre de jeu, les gardes vont avoir des rondes à faire, des patterns. Tu peux donc très bien observer, voir comment ils vont se déplacer, quels sont leurs objectifs en fait dans la carte, et essayer de te déplacer en disant je vais attendre à un endroit bien précis pour qu'il ait le dos tourné, et le choix en fait soit de le tuer, ou soit simplement de l'étouffer, enfin l'évanouir, et après le déplacer, le cacher, d'accord. Tu peux faire ça. Ou tu peux très bien te dire, regarder un peu ce qu'il y a dans ton environnement, et éventuellement te dire, c'est-à-dire, moi c'est quand ça m'est arrivé la première fois, j'ai trouvé ça génial. J'étais dans un laboratoire et j'ai vu en fait un flacon en fait d'éther, et je me suis dit l'éther on s'en sert pour que les gens s'évanouissent, donc je vais prendre le flacon, je vais le jeter sur un garde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le garde s'est évanoui. Tu vois, c'est plein de petits détails comme ça en fait que tu peux utiliser pour un peu arriver à tes objectifs, ou comme par exemple utiliser un corps et le jeter dans le premier surtout, ou tu pourras tirer des rats et essayer d'attaquer les rats, attaque les gardes. Ce genre de petites choses comme ça. C'est un petit peu la patte d'Arkane en fait. Tout à fait. Que tu retrouves, c'est qu'ils font des immersive sims, quoi. Ils créent des systèmes entre eux, puis ils te laissent se débrouiller avec. C'est ça, c'est un univers en fait c'est très organique, et en fait il faut juste être observateur. En fait. Et réfléchir. Tu réfléchis, tu regardes ce qui se passe en fait, parce que c'est toujours un petit peu intelligent. C'est-à-dire que le jeu va toujours essayer de te montrer ce que tu peux faire, mais pas tout. Donc ce qui fait qu'il y a ce petit côté, un peu, quand tu trouves un truc qu'on t'a pas montré, tu te dis mais c'est génial en fait. C'est ce que j'ai adoré dans Arx Fatalis. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué. Arx Fatalis de chez Arcane. Oui, c'est et pour ça. Voilà. Et non mais voilà, tu vois, il y a vraiment une filiation en fait dans tous les jeux Arcane, parce que finalement dans Prey, qui est un FPS et de SF, c'est pareil, il y a tout ce petit côté organique en fait du jeu, quand tu joues avec les mimiques qui trouvent des objets, où finalement tu as plein d'objets en fait, tu peux vraiment interagir avec ton environnement, et le jeu te montre ce que tu peux faire, mais te ne montre pas tout, ce qui rajoute un petit côté, je trouve, waouh, tu vois.
Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a certains systèmes qui sont explicitement montrés, et on te dit, voilà, avec ça, tu peux faire ça. Et puis il y a d'autres utilisations qui sont complètement à toi de découvrir. Qu'ils y ont pensé, quoi. Oui, mais bien ils te sûr. disent pas. Ouais, ils te le disent pas. Et en fait, par rapport à ce qu'on disait au début sur le jeu d'infiltration, que nous on n'aime pas trop ça, moi je déteste. Quand j'ai commencé à y jouer, j'ai dit ouais, ça va me plaire, ça va être l'horreur. Parce que remplir un objectif, que tu as, quand tu as l'habitude de faire des fast FPS, d'autres choses comme ça, quand tu as un objectif et que tu sais que l'ennemi il est à 200 mètres de toi, que ça prenne 15 minutes pour l'atteindre avec potentiellement le risque de mourir 3, 4, 5 fois et devoir recommencer ce même déplacement de 10 minutes, c'est frustrant. Tu vois. Oui. Alors moi, c'est pas ce qui me frustre le plus dans les jeux d'infiltration, mais ouais, mais oui, en gros, c'est la lenteur, quoi. La lenteur et la sensation de perte de temps. Ouais. Et en fait, Dishonored, là où il est fort, c'est que comme tu as plein finalement, de mécanismes pour atteindre ton objectif, bah, tu as ce petit côté waouh en disant j'ai essayé telle méthode, je vais peut-être essayer celle-ci ou celle-ci, tu vois. Il y a on en a déjà parlé, au moment où tu commences le jeu te fait réfléchir et tu y penses, tu vois, parfois a posteriori dans les transports en commun en disant ouais, peut-être que j'aurais pu tenter comme ça ou comme si, c'est que le jeu il marche bien. Oui. Et qu'il a un bon level design aussi. Voilà, il a un super level design. Et franchement, ouais, ça c'est la grosse force des deux jeux. Sachant qu'en plus de jouer avec l'environnement, tu as des pouvoirs qui sont fournis dans le jeu, parce que tu as un personnage externe qui s'appelle l'Outsider, qui va te donner des pouvoirs pour t'aider à accomplir ta tâche. Donc ils vont te permettre par exemple d'avoir une vision des ennemis, savoir où ils sont et qu'est-ce qu'ils voient, pouvoir te téléporter, de pouvoir te transformer en genre de fumée d'ombre pour passer un peu incognito, etc. Et en fait, ou par exemple prendre le contrôle mental des adversaires pour qu'ils viennent te battre avec toi. Donc tu peux utiliser ces pouvoirs pour mettre un peu semer la zizanie, tu vois, parmi les adversaires. Ce qui fait qu'en fait, tu as une boîte à outils et te donne les outils, et c'est à toi de choisir comment tu veux le faire. Et ça, franchement, ça marche bien. Alors que je n'aime pas le jeu d'infiltration, tu vois. Donc ça, c'est vraiment réussi. Après, c'est créatif, quoi. Ouais, c'est créatif, ça marche bien. Après, l'histoire, les personnages, sur le premier, j'ai pas trouvé ça incroyable, mais comme je disais, je suis pas allé au bout. Mais j'ai préféré largement le 2. Parce que dans le 2, on te laisse le choix de jouer le personnage, en fait. Tu as deux personnages, puisque dans le premier, tu joues Corvo. Ouais. Et dans le 2, on te dit, bah, tu peux jouer Corvo, donc, ou Emilie, donc la fille de l'impératrice du premier, qui du coup est venue impératrice. Donc tu as le choix du personnage. Donc ce qui est, je trouve ça assez intéressant. Et puis surtout, moi je trouve qu'il y a un gros plus, c'est que le premier il date de 2012, et on va pas se mentir, c'est quand même pas très beau. Bah, c'est le moteur. Alors, il y a eu un changement de moteur entre les deux. Oui, heureusement. Non, mais c'est que le premier, il est fait sur le moteur de Half-Life 2, si ma mémoire est bonne. C'est du Source Engine. Et le 2, c'est du CryEngine. Alors, le premier, je dis, il est moche. T'as quand même t'as une petite patte quand même dans la direction artistique qui fait que, bon, ça passe. Mais clairement, en 2020, oui, je trouve, ça pique un peu parfois. Et des fois, alors tu vois, je vais troller un petit peu, mais sur les visages des personnages, sur le style des personnages, des fois, il y a un petit côté Morrowind un peu malaisant, je trouve. Mais bon, ça, ils ont un design particulier en plus. Ouais, la DA est très particulière, ce qui fait que tu sens qu'il y a un petit côté double A du jeu. Voilà, mais l'univers reste quand même, il y a une petite patte, je sais pas, c'est difficile à dire, mais c'est pas du shell shading, tu vois, mais il y a un petit côté peut-être comique dans la partie artistique, bon. Mais ça a quand même vieilli, je trouve. Alors que le 2, je trouve que visuellement, il est quand même beau. Il est quand même très beau, je trouve. Les villes, il y a un changement de ville aussi, non ? C'était pas dans les colonies. Exactement. C'est ça. Tu vas dans une île du sud, qui est une ville un peu plus tropicale, avec qui est infectée de ce qu'on appelle les mouches de sang. Ce qui fait que tu as vraiment un côté très viscéral, très sale de la ville, en fait, qui marche super bien. Franchement, la ville, au début, quand je suis arrivé la première fois, tu vois, tu passes du temps à écouter ce que les habitants discutent entre eux, de ce qui se passe. Tu vois, tu sens bien qu'il y a ce côté un peu comme Half-Life 2, où quand tu arrives la première fois à Cité 17, tu sais, t'as des petits passages, tu le vois de côté, qu'il y a des trucs qui se passent. Et d'ailleurs, dans le premier comme dans le 2, les intros, c'est tellement du Half-Life, quoi. Oui, bah oui. Tu vois bien qu'ils ont été marqués par ces jeux-là, comme toute notre génération, hein, clairement. Oui, bah bien sûr. Puis même, ils ont bossé avec Arkane, ils ont bossé avec Valve à une époque. Donc, même si ça n'a jamais abouti, ils devaient faire un add-on pour Half-Life 2. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette histoire-là. Donc, tu sens quand même il y a une filiation dans tout ça, quoi.
Après, qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Il y a quand même des trucs qui sont quand même pas terribles. Surtout dans le premier, il y a des quêtes secondaires vraiment qui apportent pas grand-chose. Mhm. Tu sens que, bon, t'as mis quelques petites quêtes secondaires dans le monde un peu semi-ouvert, dans ton niveau. Moi, je trouve pas ça fou. Bon, ça a le mieux Ouais. d'exister. C'est un petit côté remplissage, mais Oui, bah, c'est une petite croquette en plus, si t'en veux. voilà. La VF dans le premier, elle est ok, mais vraiment, c'est une VF des années 2010, tout début d'année. Oui, ça m'avait relativement choqué. Il y a un côté un peu surjeu, un peu. Enfin. Mm. Ouais. Je Tu vois ce sens tu que veux dire. les acteurs sont pas, c'est pas super. Le 2, c'est clairement mieux. D'accord. J'ai trouvé que c'est pas mal joué. Je l'ai joué en VF, hein, alors que d'habitude je joue en Mhm. VO, mais j'ai laissé en VF pour voir et je trouve que c'est pas mal. Et j'adore en fait jouer le personnage d'Emily d'impératrice. Je trouve que c'est assez cool puisque t'as là vraiment, tu vois, t'as une sensation de dire je veux me venger puisque je me suis fait voler mon trône. Ouais. Ma mère a été assassinée. Là, une fois de plus, en plus, on a emprisonné mon père. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Enfin, voilà, j'ai balancé un truc que j'aurais peut-être pas dû balancer, mais D'accord. euh, ouais, ça c'est pas mal. Après, sur l'aspect technique, bon, le premier marche, il est fluide, il n'y a aucun problème. Sur le 2, j'ai quand même eu des ralentissements. Malgré ma config, alors pour situer un petit peu, Ce que j'allais dire, ouais, c'est. j'ai un Core i7 quand même avec 16 Go de RAM et une 1070 en GTX. Donc pas une petite config, même si mon Pro c'est assez vieux, mais ça reste quand même un gros processeur, puisque c'est un 3670K. Bon, il a son âge, mais ça reste quand même c'était un modèle haut de gamme de l'époque. Le jeu est très fluide, sans problème, à plus de 60 FPS partout, mais des fois, dans les endroits un peu ouverts, il y a beaucoup de choses à l'écran, tu sens que le framerate baisse un peu, donc c'est pas hyper opti, je pense. C'est le CryEngine, hein. Voilà, ouais, exactement. Ouais. Euh, donc bon, je pense que ça tourne globalement. Une config qui a 5 ans, il n'y a aucun problème, ça tournera très très bien. Donc, est-ce que je pourrais les conseiller? Bah, moi, je vous dirais, si vous avez fait aucun des deux, achetez le 2. Alors voilà, moi tu vois, je t'écoute parler depuis tout à l'heure et je me dis, moi j'ai essayé plusieurs fois de faire le 1. Et mais tu m'as quand même donné envie de donner sa chance au 2. Franchement, fais le 2, parce que visuellement, déjà, je trouve qu'il y a vraiment il y a un gap qui est assez énorme, je trouve. D'accord. T'as vraiment, moi, quand le 1, j'ai plus des fois l'impression de me dire que je joue à un jeu de 2008, tu vois. D'un jeu que toi, cross-génération, tu vois, Bah, il y début avait un côté, PS3. il y avait un côté peinture sur les textures qui fait un peu Ouais, c'est ce que je bizarre. disais. Ce que je disais, c'est le shading, tu vois, Mm. il y a une espèce de patte artistique qui est un peu bizarre, qui rattrape un peu le fait que le jeu techniquement n'est pas fou, mais qui peut te rebuter un petit peu. Moi, je suis Ouais. pas fan du tout. Bah, autant sur les personnages, ça me choque pas trop, d'une manière générale. Mais sur le décor, je sais pas, il y a un entre-deux qui est pas incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où t'as l'impression que c'est très réaliste et d'autres pas. Enfin, du Ouais, coup, ouais. d'où le doublage que je disais. Alors que le 2, Mm. je trouve que vraiment, tu sens qu'il y a eu quand même une montée en puissance dans la production. C'est clairement un autre niveau. Moi, je te conseille vraiment, si tu veux vraiment leur redonner une chance à la série, lance le 2. D'accord. Et surtout que t'es pas vraiment obligé d'avoir fini le premier pour faire le 2. Ouh, ça m'a jamais empêché de quoi que ce soit, ça. Et je te dis, quand tu arrives, en fait, vraiment, quand le jeu commence vraiment, t'as la petite phase un peu de tutoriel du début où tu t'échappes parce que c'est vraiment un copier-coller du premier pour le début. Et après, quand tu arrives dans la ville, donc le nom m'échappe du sud là, t'as un petit côté, je trouve, waouh, parce que vraiment, comme tu disais, c'est très organique, c'est très cohérent, il y a plein de petits détails, ça c'est scripté bien sûr, Mhm. mais tu vois, tu peux rentrer dans l'université un petit peu sensible à ce côté un peu victorien, moderne, ça peut vraiment bien marcher. D'accord. Donc voilà, après, il y a un petit côté comme Prey. Moi, j'ai peur qu'au bout d'un moment, tu vois, j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir et que le clavier souris va me tomber des mains. Tu vois. Mm. Donc, Prey, j'en reparlerai peut-être un jour quand je le finirai. Mais tu vois, il y a ce petit côté, tu commences le jeu et t'es vraiment pris dedans parce que tu te dis, waouh, c'est cool, l'univers est vachement. C'est immersif. Voilà. Il y a plein de trucs à voir, il y a plein de trucs de concepts de jeu, de gameplay qui existent. Mais malgré tout, au bout d'un moment, t'as un peu tout vu et tu as l'impression un peu, tu vois, bah, est-ce que le jeu va m'apporter quelque chose de plus? Ouais, je sais pas. Donc, franchement, c'est des très bons jeux. Moi, je conseille le 2, surtout. Et, en plus, on peut le trouver vraiment souvent en promo pas cher. Bah en tout cas, ouais, bah écoute, merci. Mais ça me renforce ce que je pensais, en fait. Vu que j'arrivais pas à finir le 1, j'ai toujours dit que j'achèterais pas le 2. Et en fait, aussi, je vais peut-être lui donner sa chance, ouais. Ouais, non, franchement, c'est des très bons jeux. Et le 2, je pense que
Tu peux peut-être épargner le 1, il y a des gens qui vont te dire maintenant il faut faire le 1 parce que c'est lui qui a apporté en fait toutes ces mécaniques, certes, mais je trouve qu'il a quand même assez vieilli malheureusement. Donc peut-être que c'était peut-être un brouillon, enfin voilà, c'est normal. Hein, oui, je pense qu'ils n'avaient pas forcément le même budget à l'époque, tout simplement. Tout simplement. Okay. Bah écoute, on va passer à la rubrique à part ça, on a plein de choses à dire. C'est ça. Fight. Humiliation. Excellent. Holy shit. Et c'est la rubrique à part ça. Donc on revient sur toute l'actualité. Et là, il y a du lourd, il y a beaucoup de choses parce que cette fin d'année, elle est monstrueuse. Et entre autres, Bruno, il se passe sortir 2 trucs le mois prochain. La nouvelle Xbox et la nouvelle PS5. Maintenant, on sait tout. Les dates, les prix, les modèles. Oui. Le modèle commercial, globalement. Oui. En fait, ce qui est intéressant sur cette génération, c'est qu'on est quand même sur 2 approches complètement différentes. Tout à fait. On a Sony qui a 2 consoles, parce que il y a le modèle All Digital qui n'a pas de lecteur Blu-ray à 400€ et le modèle standard à 500 avec lecteur. Cher le lecteur. Ça fait cher le lecteur, sachant que c'est vraiment la seule différence entre les deux en plus. Oui. Qui a des jeux compris entre 70 et 80€, et qui a une communication. Alors ça, tu vas peut-être toi me contredire ou juger différemment. Je trouve la communication très brouillonne de Sony depuis. Jusque-là, c'était assez impeccable. Ils déroulaient leur truc. Et je sais pas ce qu'il leur a pris, mais entre l'annonce des jeux sur lequel, entre le live et le trailer ensuite qui arrive sur YouTube, les informations sont plus les mêmes. C'est-à-dire que pendant le live, on disait que ça sortait aussi sur PC, et puis derrière, on l'enlève. La rétrocompatibilité où ça va, ça vient, on te donne des trucs au compte-gouttes. L'upgrade des jeux PS4 vers la PS5, c'est un bordel, on n'y comprend que dalle. Bah en fait, alors je te dis un truc, je pense que ça c'est juste nous qui comprenons pas, enfin entre guillemets, mais je pense que pour l'acheteur lambda, alors ça voilà, ça il sait pas, il s'en fout complet. Lui, tout ce qu'il voit, c'est qu'il y a une PS5 à sortir, il aura son FIFA dessus. C'est ça. Et je pense qu'en fait, c'est même que Sony n'avait pas prévu du tout de parler réellement de la rétrocompatibilité. Pour eux, c'était qu'un bonus de la console. Et que là, pour le coup, ils se font piéger avec la com de Microsoft, qui lui ne parle que de ça depuis des mois. Oui. Mais ça vachement en avant, etc. Et donc oblige Sony quelque part à répondre aux questions qu'on lui pose. Et c'est là où tu vois que, encore une fois, pour eux, c'était pas du tout un truc. En fait, le truc qui est important en fait sur la rétrocompatibilité et surtout sur aussi sur la partie portage des jeux de la génération actuelle sur la future, c'est que Microsoft, ils ont souvent mis en avant en disant achetez le jeu maintenant et vous l'aurez sur la version série X. Mais ça reste à la libre en fait appréciation des studios. Et Sony s'est un peu fait piéger là-dedans. Effectivement, il n'a pas dit en fait ça dépendra aussi des studios, d'où tous les problèmes qu'ils ont eu avec avec entre autres le Spider-Man où c'est un bordel sans nom. Et encore ça c'est eux en plus. Ça c'est eux. Là c'est eux, ouais, c'est les first party. Ça c'est fou par contre. Tu vois, ils arrivent à se mettre les pieds dans le tapis là sur des choses en fait qu'ils n'auraient pas dû. Mais c'est ce que plus. Le joueur, l'acheteur lambda, le joueur classique, ça il s'en fout. Ça je suis d'accord. Par contre, moi ce que j'arrive pas à m'expliquer, c'est, je te dis, la conférence qui te donne les prix, etc., où on te fait les trailers de jeux avec marqué ça vient aussi sur PC, et on l'enlève derrière, on dit non, en fait c'était une erreur. Je pense qu'en fait, je pense une fois de plus, voilà, ça touchera que les joueurs PC, joueurs console ils s'en fichent. Je pense que l'objectif d'avoir retiré derrière, c'est aussi de montrer que c'est acheter des PS5 parce que le jeu vous pourriez pas y jouer ailleurs. Non mais ça je suis d'accord avec, mais je comprends complètement l'objectif. Je dis juste que ça me fait halluciner que ça n'a pas été travaillé avant. Ça donne une impression brouillon que jusque-là ils n'avaient pas. En fait, je pense qu'ils sont peut-être fait un rétropédalage entre-temps à cause de justement de Microsoft qui lui te dit vous avez un Game Pass PC. Et tous les jeux sur Series X seront aussi sur PC, ils sont sur l'univers Microsoft. Donc, et puis c'est pas ça, c'est qu'en fait Microsoft ils sont pas trop cons. Ils savent très bien qu'ils peuvent pas attaquer PlayStation de front sur l'Europe et le Japon parce que la marque elle n'existe pas. Enfin, c'est pas qu'elle n'existe pas, mais puis surtout c'est qu'ils ont deux positionnements commerciaux très différents. Puisque Microsoft lui se va abattre tout en fait sur. En fait, on te donne accès à énormément de jeux, hein, c'est le buffet quoi. Tu as ton Game Pass en fait, aujourd'hui, typiquement, et tu pourras avoir ta Xbox Series X avec l'abonnement en fait Ultimate, et avec le Game Pass, etc. Donc en fait, tu as une console avec genre des dizaines de jeux tout de suite. Et tu vois, ils arrivent même à faire un truc très fort, c'est que
moi, tu m'aurais posé la question il y a 6 mois sur est-ce que j'envisageais d'acheter une la Xbox, possibilité, ouais. je t'aurais dit non, parce que j'ai un PC, et que si j'achète une console, ce sera une PS5, parce que c'est les exclus PS5 qui m'intéressent, ou PS4 que j'ai pas eu le temps de faire à l'époque. Donc forcément, la rétrocompatibilité m'intéressait. Donc, et naturellement, je sais que, même si je le fais pas tout de suite, dans 1 an ou 2, je m'achèterai sûrement une PS5. Ce que tu dis, c'est très juste, et c'est ça, donc la politique commerciale de Sony, quand tu les compares Bien sûr. les deux, c'est que Microsoft, ils mettent beaucoup de jeux, et C'est ça. Sony disent, bah, nous, on aura beaucoup d'exclus, en fait, et de C'est first ça. party sur notre console. Donc, effectivement, nous, en tant que joueur PC, on va être plus naturellement attiré vers la PlayStation, puisque automatiquement, il y a beaucoup de jeux qu'on n'aura pas accès tout de C'est suite. beaucoup plus complémentaire. C'est alors que par contre- l'inverse est moins vrai. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec leur offre de Game Pass et d'achat en leasing de la console là, à 33 € par mois, bah moi je me dis que je vais peut-être effectivement prendre une pour les gamins. Oui. Et Oui, bien sûr. c'est c'est-à-dire beaucoup que plus ce serait accessible. une machine complémentaire. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est que ça très bien. devient plus ta machine de jeu, entre guillemets, principale, mais une espèce d'un truc complémentaire où tu as tous les jeux dessus, bah, c'est facile, c'est rapide, tu branches à la télé, tu prends ton jeu, tu as le Game Pass, ça change. Bon, voilà. Et je suis réellement en train d'étudier cette option-là, en me disant, comme ça, les petits, ils squattent pas mon ordi, et moi je suis tranquille, et eux, ils ont leur truc dans le salon. Ouais. En fait, j'ai l'impression surtout, c'est que, tu vois, entre Sony et Microsoft, il y a deux positionnements commerciaux qui sont très différents, mais qui Ouais. ne sont pas forcément en confrontation directe. Bah, du coup, c'est assez rigolo, c'est que effectivement, on va avoir 3 consoles, en fait, parce qu'il faut pas oublier la Switch, hein, quelque part, elle continue Évidemment. de se vendre par carton entier. Mais je pense que la Switch est plutôt une console supplémentaire Oui. des deux autres. Mais je pense que la Xbox va devenir une console aussi supplémentaire pour pas mal de gens. Ben, en fait, tu vois, ça dépend vraiment de ton profil de joueur. Typiquement, pour moi, bon, je suis joueur PC, etc., mais c'est Mhm. vrai que le modèle commercial de la PS5 et même la PS4 me correspond mieux parce que je préfère avoir des très gros AAA moins fréquents, mais tu vois, où je l'attendrai vraiment, Mhm. plutôt qu'avoir un Game Pass où je vais avoir trop de jeux, je ne saurais pas à quoi jouer. Tu vois. Et c'est un peu Ouais. le thème du podcast, puisque tu vois, pas le temps de jouer. Si demain tu Oui. me trouves avec un Game Pass où j'ai 100-150 jeux par mois potentiellement jouables et qui tournent régulièrement, ou que d'autres déjà jouent, bah, j'aurai jamais le temps de jouer à tout. Alors que sur PS4, PS5, bah, si j'achète un Last of Us 2, tu vois, dans l'année, puis je sais pas, un God of War, bah, j'ai racheté 2 gros jeux comme ça sur cette console-là, et c'est tout. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Voilà. Mais moi, je te dis, je maintiens que... Moi, j'en ai discuté dans mon entourage, etc. Et il y a quand même plein de gens qui, quand ils ont appris pour le Game Pass Ultimate, machin, bah, eux, ils achètent 1 ou 2 jeux par an. Bah, ils se sont dit, au final, pour le budget du jeu que j'achète, je peux en avoir plein. Voilà. Après, le truc, c'est que tu vois, c'est un peu comme Netflix, Prime, etc. Tu payes par mois. Qu'est-ce que tu regardes vraiment dans la durée après? Bah, bien sûr. C'est que si tu payes 35 € par mois et qu'au final tu joues à 2 jeux dans l'année ou tu joues qu'à FIFA, bon, ça peut-être pas dans oui, le... non, mais- Non, mais tu vois, il y a une... Bon, je pense que ce sera vraiment une question de profil de joueur et de Ouais. qu'est-ce que tu cherches en fait. Mais moi je le vois, hein, parce que là sur le Game Pass par exemple, moi je l'avais pris pour faire quelques jeux qui m'intéressaient dessus. Je les ai faits. J'hésite très clairement à continuer, quoi. Parce que oui, je vois des trucs dans le catalogue, mais j'ai un backlog, je suis comme toi, j'ai un backlog de 600 jeux. Qu'est-ce que je... Ouais. Ouais, Ok. tu vois, j'ai pas forcément une envie de rajouter encore plus. Oui, et puis encore une fois, les soldes de Steam fait que tu as toujours des trucs, enfin Steam, Epic, etc. T'as toujours des jeux pas chers à 5 balles. Mais voilà, mais je trouve que tu vois, en fait, les deux solutions sont très intéressantes parce que Microsoft nous propose donc une série S qui est quand même pas très chère, à 300 €. Bah, pour pas mal de monde, en plus s'ils la prennent on s'appelle en achat-vente, 25 € par mois. voilà, que c'est dalle. pas grand chose. Ça te permet d'avoir une console next-gen, alors certes, qui sera bien moins puissante, mais malgré tout, on pourra y jouer aux jeux Oui. récents. Et Sony, de son côté, il te propose bah, en gros la même puissance, mais 100 € moins cher. Donc, tu vois, chacun, en fait, je trouve que tu as vraiment, en fait, là, entre les 4 consoles, puisque tu en as 2 de chaque côté, bah, en fait, tu couvres à peu près tous les types de profils de joueurs. Ouais, non, je suis assez d'accord. Mais ça va être intéressant. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a à se vendre le plus? Parce que tu vois, il y a des joueurs qui vont peut-être se Oh. dire, je vais prendre la PS5 à 400 € parce que moi, j'achète 2 jeux dans l'année, et puis je les achète plein pot à 75 € et je les prendrai sur le PS Store, Oui. et puis ça leur suffira.
tu vois. Ouais. Et il y a d'autres Alors, joueurs comme moi qui vont être plutôt à dire je vais prendre la modèle avec le lecteur parce que je veux regarder des Blu-ray 4K et puis j'aime bien pouvoir faire un marché de l'occasion ou pouvoir prêter des jeux avec mon frère Alors, ou des collègues ou des amis, tu vois. Moi, la question se pose pas, puisque moi, mon but, ce serait de refaire les jeux PS4. Et donc, les jeux PS4, je sais que là, aujourd'hui, je vais pouvoir les prendre à pas cher. Ah, mais surtout avec le PlayStation Plus Collection qui va te permettre de faire quand même un sacré paquet de Alors, jeux. ça, c'était le petit truc sympa, ouais, par contre. Voilà, pour ceux même, qui l'ont je veux pas dire, vu, c'est donc en fait la possibilité de jouer 18 sur jeux. PS5 à 18 jeux qui ont marqué les potes de la PS4, donc il y a Last of Us, God of War, je sais plus qu'est-ce qu'il y a d'autre, enfin plein de trucs. Il y a pas celui avec les bikers, là, les zombies. Ah oui, oui. Days Gone. Days Gone, enfin il y a vraiment beaucoup de gros titres dedans, il y a de Ouais, quoi ouais, vraiment se t'as les- faire plaisir. T'as les Uncharted, enfin... Uncharted, voilà, Bloodborne, enfin... Il y a Bloodborne je dis peut-être une bêtise. Ouais, Bah, je suis pas sûr. T'as pas sûr, mais en tout cas, il y a un sacré paquet de jeux, hein. Franchement. Ouais, enfin, non, bah, il y en a 18. 18 jeux, 18 exclus Sony, c'est pas mal. ouais, bah disons que tu peux te dire, c'est un peu dommage d'acheter une PS5 pour des jeux PS4, mais moi qui ai pas tout fait tous ces jeux-là, j'en ai fait que même pas la moitié, bah déjà t'achètes une PS5, t'as de quoi t'occuper. Ah, mais complètement. Mais c'est ce que je disais, c'est que... encore une fois, moi, si je pense que je l'achèterai, parce que j'ai beaucoup de jeux qui m'intéressent PS4, et puis vu que j'ai aucun problème à jouer à des jeux qui ont 10 ans, ça me botte. Et là, ils m'annoncent ça en plus. Bon, bah ok, le PS Plus a toujours été intéressant pour avoir des jeux avec, tous les mois. Voilà, tu me rajoutes directement 18 jeux accessibles de la génération d'avant, je prends direct. Oui, bah, clairement, moi ça m'intéresse assez fortement. Et donc tout ça, ça sort, bah écoute, bientôt, là, dans un mois. Oui. Donc les oui, précommandes, c'est oui, c'est le 10 novembre pour la... Ouais, 10 et 18, c'est ça, ouais. quelque chose comme ça, enfin, ils sortent à une semaine d'écart en Europe. Les précommandes sont lancées, visiblement. De ce que j'ai cru comprendre, c'est la PS5 qui s'est été surprécommandée en France. Oui, mais ça, c'est pas du tout étonnant. Mais oui, c'est pas étonnant, le marché est plutôt PlayStation en France. Écoute, Comme je on te va dis, voir. moi, en fait, j'ai pas tellement d'inquiétude inquiétude, tu vois, de doute sur le fait que Sony va cartonner avec sa PS5. Encore une fois, ils ont les jeux, quoi. Oui. C'est quand même le nerf de la guerre. Ben, on en a parlé, je t'ai fait envoyer un SMS l'autre jour justement parce que j'avais une petite curiosité comme ça, j'étais sur mon vélo et souvent quand je suis sur mon vélo je pense à ce qu'on va dire dans PLTJ et je me disais c'est quoi le top des ventes en fait sur la génération tu vois One et sur la PS4 et je suis allé voir et ce qui m'a étonné et ce qui est très marquant et qui confirme tout ce que tu viens de dire c'est que en gros sur la One globalement sur les 10 meilleures ventes de jeux il y a eu 2 exclus quoi. Ouais, c'est ça. Il y avait, je crois que c'est Gears, Forza, peut-être un Halo, et c'est tout. Si tu prends sur PS4, il y a quasiment, je crois qu'il y a 7 exclus, ou 8 exclus Non, sur mais- les top 10. C'est impressionnant. Mais tu prends les chiffres de vente, c'est-à-dire que les chiffres de vente sur les exclus Uncharted, The Last of Us 2 et tout, c'est des jeux à 20 millions d'exemplaires. C'est énorme. Enfin, voilà. Et donc je disais, j'ai aucun doute sur le fait que les PlayStation 5 vont se vendre très fort. Par Oui, contre, ça. la question c'est, Microsoft, parce que s'ils font un échec comme la One, c'est terminé. On n'a pas de prochaine console, quoi. Faut pas rêver. En fait, Ils est-ce qu'il va pas y avoir un effet, tu vois, je me pose la question, enfin, beaucoup de ventes, il va y avoir du volume en fait, avec le système justement du crédit Ouais, à l'achat, ouais. et que passé 2 ans, les gens vont dire, j'annule mon Game Pass, ou tu vois, je À sais voir, pas. ouais, après, honnêtement, moi je pense arrêter le Game Pass parce que, encore une fois, j'ai un énorme backlog, etc. Sinon, c'est vachement intéressant. Moi, Non, tu vois, non, mais je la trouve ça repente encore. je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est effectivement une façon de consommer le jeu vidéo qui peut correspondre à beaucoup de monde. Moi, c'est pas le mien. Mais effectivement, ça serait intéressant. Après, Microsoft peut très bien être dans une logique un peu comme je disais pour Netflix, où les gens payent tous les mois sans vraiment utiliser le produit. Ouais, Tu c'est vois. ça. Et Bah, ils, y a seront des très, mois- ils seront très contents de toucher de l'argent tous les mois de gens qui jouent Oui. pas. Hein. Il y a des mois, tu vas l'utiliser beaucoup parce que t'as 2 ou 3 jeux qui t'intéressent, et puis tu vas plus l'utiliser pendant 2 mois, et puis tu vas revenir dessus. Après, il y a quand même un truc qui me pose un gros problème sur le Game Pass, tu vois, et moi qui me fait peur, c'est de me dire, j'ai mon Game Pass, je me lance dans un jeu qui est dessus, et comme les jeux tournent, imagine que tu joues à, je sais pas, à un Skyrim qui fait de 200 heures, Oui. t'as fait 60 heures sur le jeu, et te le retire du Game Pass. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que t'as un prix préférentiel pour acheter le jeu dans ce cas-là.
Oui, enfin bon, je pense Non, que mais- t'es un peu dégoûté sur le coup quand même. Bah, t'es dégoûté, oui et non. T'as joué à ton jeu pendant 2 mois, tu veux continuer, et on te dit, bah, t'as moins de 30% dessus. Ouais. C'est pas non plus une arnaque, hein. Non, bien sûr que c'est pas une arnaque, mais tu vois, le concept Bah, ouais. c'est la location, c'est tout le concept. Moi, il y a des jeux que j'ai essayé parce que j'ai eu l'alerte comme quoi ils allaient sortir du Game Pass, et c'était des jeux qui m'intéressaient. Moi, c'est ça ma frustration. C'est qu'avec ma connexion, j'ai mis une semaine à Oui, le récupérer, donc... Mais c'est aussi ça, tu vois, c'est un peu ma logique aussi. C'est que tu peux voir un jeu en disant j'ai pas le temps de faire parce que je suis sur un autre. Et finalement, quand tu veux le lancer, bah, il y est plus. C'est m'est déjà arrivé sur Netflix ou sur Prime de me dire ce film je le regarderai, mais là j'ai pas le temps. Mais ça m'est arrivé hier, tiens. Et Sur tu vas Netflix. dessus, et il est sorti du catalogue. Non, mais ça, bien sûr, c'est le risque. Voilà. Après, voilà, bah, la plupart du temps, j'essaye au moins de les essayer, tu vois, pour me donner une idée. Et si derrière, il est bien, je sais que je le trouverai en solde ou... Voilà. Mm. C'est... Bon, en tout cas, il va falloir quand même faire de la place dans les salons. Après, voilà. Oui, parce Retirer que les bibelots de la télé parce que waouh. Les deux, hein. Les deux. Plus la PlayStation 5 que la Xbox, mais déjà la Xbox, elle est... Bah, disons que dans les deux cas, il faut avoir un sacré meuble télé pour la mettre. Hein. C'est clair. Alors, s'il y a Donc, quand même un voilà. point pour finir sur la PS5 et la série X et série S, il y a une chose qui a été annoncée et que certains ont crié au scandale, c'est le prix des jeux, par exemple, pour la PS5 à 80€. Ouais. Moi, je suis allé faire une chose assez intéressante, je pense. Je suis allé sur le site de l'INSEE où il y a un calculateur, en fait, à euros constant. Pour Oui. voir combien Ah oui, coûtait non, mais ça... pour voir combien oui. coûtait un jeu NES au début des années 90, début c'est- 80, fin 80. Bah, Les aujourd'hui, jeux, ça ferait quoi? Ça ferait 120€, je pense? Non, quand même pas. Mais Quand même pas? j'ai fait le calcul, tu vois. Les jeux étaient vendus, je sais pas si tu te souviens, autour de 350 francs. 450, hein, les jeunesses. Oui, les bah- Super NES. Super NES, ouais. Mais c'était en gros entre 350 et 450. Mhm. Ça faisait déjà des jeux à plus de 80€. Ah, bien sûr. Et il faut se remettre dans le contexte du pouvoir d'achat de l'époque. Mhm. Donc, quand j'entends les gens dire c'est un scandale que des jeux soient vendus 80€, ben en fait, non. Et ensuite, C'était déjà le cas. c'était déjà le cas depuis longtemps. Et en plus, je pense qu'on a été mal habitué au fait que bah voilà, les soldes de Steam, il y a tout le temps. Donc, si demain il y a un, je sais pas, un Uncharted 5 qui sort et qui est à 80€, ben c'est peut-être justifié. On peut se poser la question du développement. Maintenant, vous êtes libre à vous de l'acheter ou pas. Hein, je veux dire. Ben, c'est ça. En fait, ce qui fait bizarre, c'est que ça va... Le jeu vidéo est vachement bicéphale là-dessus. C'est-à-dire que les jeux ont jamais été aussi peu chers ces 5 dernières années de toute l'histoire du jeu vidéo. T'arrives à trouver des trucs à 3€. Mais parce qu'aussi, le dématérialisé a fait que le catalogue dure beaucoup plus longtemps. Mais non, mais ça dure beaucoup plus longtemps. Avant, Oui, les bien cartouches, trouver un jeu, t'avais une Super NES, trouver un jeu qui avait plus d'1 an, bah, c'était le marché de l'occasion, et puis bah, tu priais que le mec à côté de chez toi, il ait le jeu que tu voulais, quoi. Oui, tout à fait. Et puis il y avait même, tu vois, ce que je disais par rapport au début, quand tu t'achetais tes jeux dans les années 90, t'attendais les jeux longtemps. Et oui, tu vois, tu réfléchis vachement avant de l'acheter parce que tu savais pas trop si ça avait vraiment bien, parce qu'il y a Bah, qu'à déjà, voir il y en avait moins. la qualité du journalisme jeu vidéo à l'époque. Ouais. Et donc quand ton jeu arrivait, bah, tu sortais tes 350, 450 francs pour acheter ton jeu, et puis tu avais peut-être 3 jeux dans l'année maximum, quoi. Ah oui, oui. Voilà, vraiment maximum. Hein. Donc l'époque Sauf a changé quand en t'étais fait. PC et que tu piratais, quoi, mais... Oui, mais bon. encore. Donc je pense Mais que ouais. moi ça me choque pas plus que ça. Bah, en soi, je m'en fous. Moi, je sais que je fais partie de ce qu'on appelle les patients de gamers, tu vois. Je suis prêt à attendre plusieurs mois. Et tu vois, j'ai dit, j'étais comme un fou devant les trailers de The Last of Us 2. Ça fait... Il est sorti quand? En juillet? En juin. En juin, ouais. Donc ça fait depuis juin que j'arrive à esquiver tout ce qui parle du jeu et ce qui spoil le jeu sur Internet, sans problème. Et je vais continuer comme ça de longs mois. Parce que voilà, et puis j'y jouerai. Mais c'est pas grave, et j'y jouerai quand j'aurai une PS5. Ouais, pas tout de suite. mais totalement, j'ai une PS4 Pro, mais je jouerai très certainement sur PS5. Et alors, pour continuer sur un autre sujet à part ça, et qui est totalement en rapport, c'est le rachat de ZeniMax par Microsoft. C'est complètement fou, ça. Enfin, moi, je te dis tout de suite, c'est complètement fou. Non, alors, je pense que pour beaucoup de gens, pour situer, je pense que c'est un peu comme si demain, Microsoft disait je
genre Sega ou Ubisoft, tu vois, un truc comme ça. Après, tu sais Globalement. qu'il y a une rumeur comme quoi ils vont annoncer le rachat de Sega, hein. Oui, j'entends tout le monde dit ça, mais bon. Bon, ça fait des années qu'on le dit, mais... Ouais. Non, alors pourquoi c'est complètement fou Alors, il y a un super article d'Oscar Lemaire, et Oscar Lemaire, il faut toujours lire ce qu'il raconte, parce que Les chiffres. il a une analyse qui est toujours pertinente. Et Ah, beaucoup avec plus que les nôtres. Oscar Lemaire, le compte est bon. Ouais, c'est ça. Où il explique pourquoi c'est si exceptionnel qu'un constructeur rachète un éditeur, en fait. Alors même si ZeniMax, effectivement, chez les éditeurs, est celui qui correspond le plus à Microsoft, Oui. mais c'est parce qu'en gros, tout simplement, on peut considérer qu'entre 40 et 50% des revenus de ZeniMax viennent de PlayStation, de jeux vendus sur PlayStation. Donc, si on estime que Microsoft les rachète pour en faire des jeux exclus, ils se coupent naturellement 40% entre 40 et 50% du bénéfice de la boîte. Enfin, ce qui est complètement fou. Tu rachètes pas une boîte pour lui couper 50% de son marché. Enfin, c'est un truc assez incroyable. Mais surtout, ce qui est fou, c'est Microsoft, ils mettent la main sur combien C'est combien de studios Je sais plus, c'est énorme. C'est quoi il y en a quoi? Ils sont 25 ou un truc comme ça? Mais c'est 23 studios, je crois. Ouais, Ou alors oui, mais c'est dans ces eaux-là. Ouais, c'est dans ces eaux-là. Et surtout, historiquement, c'est quand même des studios PC de malades. Ils récupèrent Doom, entre autres. Ils récupèrent ID Software, ils récupèrent Arcade Studio, ils récupèrent Machine Gun, c'est ceux qui font les Wolfenstein à l'heure actuelle. Ils récupèrent tout un tas de studios rodés à la production de AAA. Les trucs les denrées rares en fait qui d'habitude se vendent pas, quoi, ou très peu, parce qu'il y en a quasiment plus. Ils sont déjà chez Activision, chez Electronic Arts, ce genre de choses. Ouais. Alors moi après j'en fais une double analyse. Tu m'en diras ce que tu en penses, hein. C'est peut-être pourri comme analyse. Moi je vois qu'il y a deux stratégies possibles. Je pense que soit ils ont racheté effectivement ZeniMax en se disant on va la mettre la main sur beaucoup de studios pour remplir le Game Pass. C'est une stratégie. C'est ce que tout le monde pense. Voilà. Ou, comme tu viens de très bien de le dire, c'est des studios qui sont habitués à faire des AAA. Et leur idée, c'est d'avoir des gros studios qui vont leur produire des nouvelles IP exclusifs, comme Sony fait. Alors, ça, ce serait, entre guillemets, pour moi, très bien. Par contre, ça prend du temps à faire. La critique que je ferais justement, c'est très bien, mais malheureusement, ça va sortir, c'est trop tard. Mais c'est ça, c'est que ça va sortir dans... Alors, à voir, parce que moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est quand tu vois l'évolution d'un studio comme Rare chez Microsoft. Quand Microsoft a racheté Rare, ils leur ont fait faire n'importe quoi, recycler leurs licences pendant des années, etc. Et ça y est, ils l'ont enfin lâché la bride, et ça a donné quoi? Ça a donné Sea of Thieves, ça va donner éventuellement, alors on verra ce qu'ils donnent, mais Everwild derrière. Si Microsoft a enfin compris ça, que leurs licences, il faut les laisser vivre, quoi. En fait, j'espère, tu vois, effectivement, qu'ils vont se dire, on va laisser nos studios, on va leur mettre beaucoup de budget, et on va leur laisser le temps de construire des univers, construire des IP, comme Sony le fait avec Santa Monica, avec Guerrilla, parce que là, Naughty Dog. Ils ont une base créative de malade. Ils ont Obsidian, ils ont Bethesda Studios, ils ont ID Software, enfin, ils ont Arkane, ils ont des spécialistes de tous les genres, de tous les trucs. C'est incroyable. Ils peuvent faire des trucs de fou. Mais le problème que je trouve, tu vois, c'est que c'est trop tard parce que construire une franchise, ça prend du temps. Et bien sûr. Si tu dis au studio maintenant, vous me faites une IP nouvelle, c'est compliqué. Par exemple, tu prends Uncharted par exemple, le premier, c'est un jeu sympa mais sans plus, avec plein de défauts. Et tu vois qu'en fait, il a construit en fait sa renommée surtout avec le 2. Mais donc en gros, tu vois, ça prend du temps parce que tu peux sortir un très gros titre. Derrière, tu vois, il faut pouvoir continuer, avoir la capacité, le temps de le faire. Tu le vois avec le studio chez Sony, Days Gone, dont on parlait tout à l'heure. Le premier jeu du studio, c'était déjà un espèce de... Tu vois le studio qui monte en puissance, en fait. Oui, c'est ça. C'est sympa ma réflexion, tu vois. Il faut qu'ils aient les moyens et le temps de produire quelque chose, tu vois, d'abouti. Oui. Et c'est vrai que là, de faire le rachat à 1 mois, 2 mois de la sortie de la nouvelle console, ça veut dire que cette génération, quelque part, en fait, c'est un peu mort, tu vois, déjà. On verra. Moi, de toute façon, ce que je veux pas, c'est pitié, refaites pas ce que vous avez fait avec vos 2 gros licences phares. Parce que Halo, comme je dis, moi c'est une licence, je la vois,
C'est- Tu sais ce qui elle- pourrait, elle tu sais ce qui s'encroute. pourrait être horrible. Non, mais tu sais ce qui pourrait être horrible qui puisse passer, Bah, ils c'est mettent, qu'ils demandent à 8 Software sur un nouveau Halo. Non, mais ou Arkane. Donc, je te, Enfin, je te tu laisse, vois. je te laisse réfléchir à ça. Non, mais non, voilà, mais enfin, ou Gear of War, tu vois. Mais Gear of War, c'est pareil, ils ont racheté la licence, ils ont fondé un studio là-dessus, Non, mais il faut qu'ils arrêtent avec ça. mais il faut qu'ils arrêtent. C'est On l'a pas, déjà c'est dit. pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Les gens, tu peux pas. C'est quand tu fais du travail de commande dans le jeu vidéo, ça se voit. Non, mais surtout, Et- c'est que tu regardes Sony en comparaison, où ils sont capables, chez Guerrilla, d'avoir fait Killzone et de passer à Horizon, Mhm. et ça marche tout de suite, et que chez Insomniac, ils te sortent les deux Spider-Man. Santa Monica, ils arrivent à renouveler le God of War. Enfin, tu vois, il y a. Mais surtout, il y a- il faut écouter quand un studio te dit on n'a plus d'idées. Hmm. Voilà. Et puis il faut les laisser Quand, faire, et puis il faut laisser les studios travailler entre eux dans les first C'est ça. parties aussi. Et quand tu regardes, quand Bungie s'est barré en disant nous on n'a plus d'idées pour Halo, on a fait ce qu'on voulait, enfin on a fait ce qu'on a pu avec la licence et maintenant c'est terminé quoi. Et qu'est-ce qu'a fait Microsoft? Je te dis, ils ont fondé un nouveau studio en disant bah là voilà vous avez tout, vous allez faire un super studio derrière, des super trucs. Hmm. Bon. À voir. Bah écoute, ouais, c'est intéressant quand même ce rachat. On va voir ce que ça donne. Oui, c'est toujours intéressant. Enfin en tout cas c'est un bouleversement assez Mais important de l'industrie. On après, en parle. il faut quand même se rendre compte que pour les gens qui se diraient, bah moi, je vais plus avoir les jeux High Software ou Arkane sur PS5 ou PS4. Détendez-vous, hein, il y a des contrats qui ont été signés, etc. Oui, ils vont oui. être obligés de les respecter. Hein. On C'est sait ça par qu'il y a- exemple que Deathloop, qui est le prochain Arkane, sortira déjà en exclu PS5, ça c'est Voilà. respecté. Ils peuvent pas faire autrement. Hein. Sinon, ils sont obligés de payer des pénalités monstrueuses à Sony. Je pense que ça ferait mal à Microsoft. aussi, quelque Après part. avoir déboursé 7,5 milliards pour acheter le truc, ça ferait encore plus mal. Ouais. Oui, puis c'est pas dans leur intérêt, puisque de toute Non. façon, les bénéfices leur retomberont. Donc, Oui, ce puis serait c'est pas un dans bon l'intérêt parce que encore une fois, c'est super. Si Deathloop marche et que tu vois, ça devient une nouvelle licence forte. Enfin, j'y crois pas hein, parce que pour plein de raisons, mais et que voilà, mais du coup le 2 devienne exclu Xbox, c'est parfait pour eux, tu vois. Ouais, tout à fait. On va continuer aussi sur les gros AAA, puisqu'il y a quand même une annonce quand même sur la partie PS5 qui a été assez quand même inattendue, même s'il y avait quand même tout le monde en parlait plus ou moins. C'est l'annonce exclue de FF16 sur PS5, Ouais. que personne n'attendait, Non. et qui était, qui a eu à la fois un accueil un peu mitigé entre deux, puisque le trailer, tout le monde a dit, c'est quoi ce truc de MMO là? Alors, Alors, ouais, pas moi, mais parce que moi les Toi, Final tu- Fantasy, tu t'en fous, Ouais. ouais. j'ai mis déjà 10 minutes. Enfin, c'est quand j'ai vu un chocobo, j'ai fait. Ça va pas être pour D'accord. moi. Après, il faut Voilà. voir. Alors donc, moi, je suis plutôt enthousiaste parce qu'en fait, le producteur, ça va être Naoki Yoshida, Mhm. le producteur d'FF14. Et c'est quand même le mec qui a rendu un des MMO les plus populaires au monde et qui a sauvé un jeu entièrement alors que c'était une débâcle totale. Donc, il est ultra bankable chez Square Enix. D'où le côté un petit peu MMO visuellement du jeu. Alors, je sais pas, c'est de la fantasy. Je sais pas pourquoi les gens disent que ça fait MMO. Enfin, j'ai entendu hein, cette critique, mais je la comprends Mais pas. moi, moi non plus, je la comprends, mais je suis pas d'accord. Je pense que les gens ont tellement été habitués à se bouffer du Final Fantasy par Nomura, avec les Mhm. personnages en short, avec des coupes de cheveux totalement improbables, que maintenant, quand tu as des personnages qui sont presque normaux, ils trouvent ça fade. Mais moi, je suis désolé, hein, on s'est tapé 3 FF13 plus un FF15. Je suis très content que ce soit plus du tout les mêmes mecs à la tête, qu'on a par exemple un Hiroshi Takai qui a travaillé sur Stormblood, sur FF14, sur les sagas, sur Last Remnant. Et puis c'est un truc dont on parlait nous, tu vois, c'est la même chose. Les designs à la World of Warcraft, tu sais, avec les armures de 14 milliards, enfin tous ces Oui. trucs-là, j'en peux plus quoi. Ouais, mais là, justement, on revient à un jeu avec Donc un voilà, style un truc plus un peu naturel. Exactement, plus Moi, crédible, plus réaliste. Moi, ça me déplaît pas. Moi, le trailer, au contraire, je me suis dit, tiens, c'est sobre. Oui. C'est bien. Moi, ça me Tu plaît vois. bien. Tu vois. Et d'ailleurs, quand j'ai vu, je me dis, mais on dirait, en fait, c'est un FF7 dans le monde de FF14. Après, quand j'ai vu, effectivement, les noms qui étaient associés, je disais, je suis très content. Après, sur la qualité visuelle, des gens ont un peu critiqué que c'était pas très léché. Naoki quand même Yoshida, pas mal, moi je trouve ça quand même plutôt beau. Attends, Et en fait- franchement, Faut arrêter. Les gens sont difficiles, mais il faut savoir quand même qu'ils ont rushé en fait le trailer parce qu'ils voulaient faire un trailer avec le moteur du jeu. Mm. Et qu'en plus ils ont eu le courage d'afficher au début du trailer que ça tournait sur PC. ouais. Donc Avec d'être honnête, ce qui est Voilà. rare. ce qui est rare en disant ça tourne sur PC mais avec la qualité attendue PS5. Souvenez-vous de Killzone 2. Voilà, donc c'est très honnête, c'est-à-dire que le jeu sera à minima aussi beau,
voire plus. En tout cas, pour les jeux qui seront pour joueurs PC. Chez toi, avec ça, les downgrades, ça existe aussi. Oui, ça existe, mais là, dans le cas présent, bon, a priori, je trouve pas ça délirant techniquement. Non, ça reste crédible. Mais je veux dire, c'est possible que ça soit downgradé, on n'en sait rien. C'est possible. Target Render, quoi. Mais, Voilà. Mais après, il y a une info quand même importante que tout le monde a dit, que tout le monde n'a pas pris en compte, c'est que le jeu est en développement depuis 4 ans. Ouais, alors ça, c'est assez hallucinant, quoi. Alors, sachant qu'il y avait déjà eu des rumeurs, il y a pratiquement, je pense, à bien faire 1 an et demi ou 2 ans, que Naoki Yoshida bossait sur FF16. Moi qui suis dans le communauté FF14, etc., j'avais entendu cette info. Et les gens disaient à l'époque sur FF14 que ce serait pas une bonne nouvelle parce que du coup on perdrait un peu la tête pensante du jeu. Donc c'est cohérent effectivement que le jeu est en développement depuis 4 ans. Et lui-même a dit dans une conférence qui a eu, je crois, fin septembre, que effectivement le jeu en fait il est assez avancé, que l'histoire est écrite, que les concepts de base sont faits. Que tu vois, le plus gros du dev est déjà fait. Le moteur tourne, etc. Et qui sont plus dans une phase, tu vois, vraiment plus dans potentiellement la dernière année, quoi. Donc c'est un jeu qui pourrait sortir en 2021. Plutôt fin d'année, moi je te dis, j'ai vu le truc dans la conférence Sony, j'ai fait chapeau. Parce que garder ça pour la toute dernière conférence d'annonce du prix de la console... Ça, c'est bien joué, quand même. Ça, franchement, pour moi, j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ouais, ok, c'est plié, quoi. Oh oui. Voilà, c'est terminé, quoi. T'as plus besoin de dire autre chose. Après, ouais, il y a la dernière vidéo de Sony où ils ont annoncé le prix, elle était étonnante parce qu'en plus ils présentent plein de jeux en faisant planer un espèce de doute comme quoi c'est des exclus ou pas. Non, c'était juste des jeux qui allaient sortir sur PS5. Dans le tas, il y avait des exclus, d'autres qui l'étaient pas et tout. Mais commencer par FF16, ça clouait tout le monde direct. Ah bah oui. Quoi. Clairement, voilà, point. C'est le gros titre qui sort direct. On te dit, bah voilà, c'est une des plus grosses franchises de tous les temps. Bim, ça sort sur PS5 et ce sera exclusif. Ouais, c'est ça, ouais. Écoutez, et surtout écoute, on verra. Alors, sujet suivant, rien à voir. Et alors là, on passe à l'opposé. Ouais, total. Total. Et pourtant, c'est ce qui marche de fou. Il y a 2 jeux qui explosent tout en ce moment, là, sur le mois de septembre. Donc, et ça me fait bien marrer, je voulais en reparler quand même 2 secondes. C'est Fall Guys et Among Us. T'as quand même 2 petits jeux vraiment party game qui coûtent que dalle. Oui. Et qui sont partout sur Twitch. Ouais. Et qui se vendent de fou. Ouais. Alors Fall Guys, c'est pas une surprise, hein, parce que Fall Guys, depuis qu'il a été présenté, tout le monde a dit mais ce concept, pourquoi on l'a jamais eu, quoi. C'est Interville en fait. C'est Interville, c'est un Battle Royale Interville. Ouais. C'est juste Non, c'est Takashi Castle avec. Oui, plutôt, ouais. Enfin, Takashi Castle, c'est plutôt c'est Interville aussi, c'est pareil, tu vois. Oui, mais voilà. Et bon, mais c'est très bien que l'équipe de dev gagne de l'argent avec ça. Moi, je suis carrément pour, quoi. C'est une petite équipe et ils ont fait un truc génial. Leur design, il est propre, il est carré, le jeu très bien. Voilà. Et Among Us, ce qui est fabuleux, c'est que c'est un jeu qui est sorti dans l'Indifférence totale il y a 2 ans. Et il a suffi qu'un gros Twitcher en parle pour que ça devienne. C'est dingue, tous les Twitchers, les streamers français y jouent. C'est génial à regarder en plus, tu vois, en tant que viewer, c'est tellement drôle et un bonheur à regarder. Ouais, mais tu vois, il y a quand même eu un truc. Alors, on peut dire ce qu'on veut, c'est que je pense quand même que l'équipe s'est foirée quelque part dans Among Us. Parce que c'était un journaliste, je crois, de Canard PC, qui s'est juste fait la réflexion qui en a parlé, en fait, dans la presse, de ça. Bah, personne. Le jeu était sorti dans une indifférence totale. Bah, en même temps, c'est un jeu que quand tu le regardes, c'est pas très beau, ça fait vraiment jeu fait par 2 mecs dans leur coin, et il était vendu, je crois qu'il est vendu genre 3,90€ ou un truc comme ça. Ouais, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que. Ouais, non, mais ça, oui. Non, mais tu vois, c'est pas le truc le plus sexy du monde, oui. T'as un jeu qui sort à 4€ sur Steam, avec la gueule comme ça, oui. Toi et moi, 99% des gens vont pas s'attarder dessus. Oui, et puis, non, mais ça, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, si tu sais, il y a plein de conférences comme ça où les indépendants parlent en disant comment communiquer avec la presse. Attendez pas à ce que les journalistes ils vous découvrent tout seuls. Ils peuvent pas. Il y a trop de trucs qui sortent. Donc il faut attirer les journalistes, attirer les Twitchers, etc. Bon, bah tant mieux. Enfin, au final, voilà, c'est un hasard, ça sort 2 ans après, et les mecs sont super contents. Tant mieux. Enfin, génial. Mais, oui, c'est très bien. Mais je veux dire, c'est que ils auraient probablement ça aurait pu être un phénomène il y a 2 ans déjà. Déjà, oui. Alors, pour situer, juste, on n'a pas dit ce que c'était, mais c'est un jeu du loup-garou en fait. Oui, c'est ça. Voilà, il y a des tueurs et des non-tueurs, et l'équipe en fait qui joue l'équipage d'un vaisseau spatial doit remplir des tâches et les imposteurs doivent les tuer pour gagner.
simple, C'est ça. efficace. Donc, Mais avec des phases de vote interactives et du coup de la mauvaise foi. Enfin, c'est tout ce qui fait le succès des loups-garous. Ouais. Mais là, avec un petit côté gameplay en vue de dessus, débile et rigolo, quoi. ouais, mon seul regret, c'est que j'ai pas assez d'amis pour y jouer. Moi, j'ai pas le temps. C'est typiquement le genre de jeu, c'est comme. Ah, bah enfin, tu commences à jouer à 20h, tu finis à 3h. Hein. Bah, c'est ça. Et. Ouais. Hmm. Et moi, comme je disais, alors là, je l'ai pas fait cet épisode parce qu'on était un peu pressé par le temps, mais j'applique maintenant une grille de lecture, pas le temps de jouer à tous les jeux auxquels je joue, pour voir s'ils sont vraiment compatibles. Hmm. Par exemple, tu vois, c'est des critères simples. Hein, c'est est-ce que tu peux mettre le jeu en pause? Parce qu'il y a un jeu récemment auquel j'ai joué où tu peux pas. Bah, encore, Moi, Among Us, une partie, ça peut durer 10-15 minutes, hein, donc ça va. Mais oui, mais. Mais le problème, c'est que tu es obligé de t'organiser. Voilà, c'est ça. Donc, Et il faut que tu trouves genre 6, 7, 8 amis qui soient disponibles après en même temps Ouais. pour jouer. C'est oui, parce que c'est quand même important de le faire avec des gens, que tu connais. des amis, et surtout qui parlent la même langue que toi et que tu connais un peu. Voilà, c'est un peu le frein du jeu, tu vois. Mm. Bon, on va maintenant finir sur la rage. Ouais. Sur, On va encore oh là mettre là. un truc sur Ubisoft. Ouais, alors on va peut-être pas commencer par eux, on va les Non. garder pour la fin. Cyberpunk CD Projekt, nos Ouais. amis de CD Projekt, notre copain PDG de Cyber Projekt, CD Projekt, Cyber Projekt, qui avait annoncé il y a quelques temps que il n'y aurait pas de crunch chez eux, que Cyberpunk serait fini quand il serait fini, et que vous inquiétez pas, tout irait très bien. Ouais, alors il a dit ça crunchait déjà. Hein. Oui, Selon plein de témoignages. Hein. Ouais, plein de thèmes déjà, ils étaient déjà à fond, qui est le crunch est permanent. Et là, en septembre, il annonce tout naturellement, bah écoutez, pour finir le jeu qui sort en novembre, bah, tous les employés intégralement passeront de 5 à 6 jours par semaine, obligatoire. Ouais. Donc, crunch obligatoire pour l'ensemble des employés. Alors, je vais me faire l'avocat du diable 2 secondes. D'accord, En maître soi- Vergès. Ah ouais. En soi, que sur un projet énorme, le dernier mois, on fasse 4 jours de travail en plus le samedi, ça pourrait ne pas me choquer. Tu vois Oui. ce que je veux dire? Mhm. Voilà. En revanche, venant de CD Projekt, avec ce qu'on sait derrière de leur politique, etc., et dans le monde du jeu vidéo, c'est toujours la même chose. C'est que là, c'est de la goutte d'eau, quoi. Oui. C'est en que- fait, tu vois, c'est quand un CD Projekt ou encore un Rockstar font ça. Déjà, on a dit que vu les témoignages, le crunch serait quasi permanent pour certains mais employés. voilà. Et vu les moyens financiers qu'ils ont, te dire qu'ils sont pas capables d'anticiper, d'embaucher, et surtout, quelle est l'urgence. Voilà, enfin, l'urgence, on la voit bien, c'est que le jeu sorte pour la PS5 et C'est ça, et mais pour la retarder série son X jeu de et 4 pour jours, Noël. parce que c'est ça dont on parle, en fait. Voilà, et de dire en gros, bah, c'est comme ça, on va faire une annonce entre guillemets pour dire il n'y aura pas de crunch, finalement il y aura du crunch, et puis il sera obligatoire pour tout le monde. Bah, effectivement, ça passe pas bien en termes d'image, quoi. Non, ça passe pas bien. Et puis, encore une fois, c'est on fait passer des défauts de management de projet, parce que c'est ça dont on parle. Hein. C'est que quand ton Complètement. projet il prend l'eau, c'est toujours un problème de gestion. Voilà. C'est pas les développeurs hein, qui sont en cause Non. ou les équipes administratives. Hein. Ben non, et tu peux avoir des imprévus, bien sûr que tu as des imprévus, mais justement, quand tu planifies ton projet, tu dois toujours te donner une marge pour gérer les trucs qui vont t'arriver dessus, enfin, c'est notre métier, quoi. Oui. Donc, Puis en plus, présenter ça en mode mais il y aura des compensations financières, ben, j'espère bien. oui, mais ça, c'est encore une fois, tu vois, c'est pareil, c'est pour qui? Parce que les gens qui ont pas tenu le rythme de fou, qui se barrent de la boîte, qui sont même pas crédités au générique et qui s'associent sur leur bonus, eux, ils ont la double peine, en fait. Ah bah oui, eux, ils ont le burn-out et ils ont pas l'argent. Voilà, c'est ça. Et c'est bien tout ça, tout ce qui fait que là, ça devient insupportable quand on te dit ça, quoi. C'est que, bah non. Et, du coup, là, toi, en tant que joueur, t'es un peu partagé entre ta morale et l'envie d'y jouer au jeu. Oui, parce qu'en plus, t'as le chantage de, mais vous allez pas priver les devs de leur bonus, parce que ça, ils l'ont fait. Hein, chez eux. Ben oui, non mais tu vois, c'est ça que je trouve malhonnête et malaisant, c'est que moi, en tant que joueur, j'ai envie de dire, le jeu, je ne l'achèterai pas parce que j'ai pas envie de cautionner un crunch en achetant le jeu à la sortie. Tu vois. Et en même temps, bah oui, mais si tu l'achètes pas, le jeu, s'il n'y a pas les ventes, les devs qui ont bossé comme des fous, bah, ils auront pas leur bonus. Ouais. Super, tu vois. C'est génial, c'est incroyable. Tu sais, c'est un peu comme le vote utile.
Oui, T'as envie de oui, voter, oui. t'as envie de voter blanc ou pour montrer que t'es pas d'accord, mais on te dit si tu votes blanc, tu feras passer les extrêmes. Donc vote pour quelqu'un que t'as pas envie. Mm. C'est un peu la même chose, tu vois. Bref, Ouais. c'est voilà, chacun avec son état d'âme sur le coup. Moi, je sais pas encore ce que je fais. De toute façon, c'est sûr et certain que je l'aurais pas acheté à la sortie, mais du coup, je Moi, j'ai verrai pas plus la tard. bécane. Ouais. Oh, tiens, on en parlera après. On va continuer avec la rage. Donc, Ubisoft, Mais alors, et épisode 8. il va falloir. Enfin, On va avoir une c'est- rubrique dédiée à on leur, Ubisoft. ouais, voilà, on leur en veut pas particulièrement. Hein. Mais C'est j'aime juste beaucoup que. Ubisoft et vos Et jeux. moi aussi. Enfin, il y a beaucoup de jeux que j'adore chez eux, quoi. Mais alors, comment. Donc, on reprend. La dernière fois, on parlait du PDG de Nadeo qui pétait un plomb sur Twitter pendant que voilà que Guillemot faisait son mea culpa. Voilà, c'est génial. Et je crois la semaine juste après l'enregistrement de notre podcast, hein, c'est À sorti. peu près, Un 2 truc semaines, comme ça. peut-être, ouais. C'est Michel Ancel qui s'est retrouvé sur la sellette. Alors, c'est même pas ça, c'est qu'il a annoncé son départ. Pour commencer. Il a annoncé son départ. Mais sauf que le lendemain, il y avait l'article de Libération. Ouais, voilà. Et alors Michel Ancel, ça m'a fait mal parce que c'est un mec qui fait tout gentil, quoi. Quand tu l'écoutes, il est passionnant en plus à écouter Tout à fait. en convention. Il a son acolyte compositeur Hérald qui est incroyable, un mec super jovial et drôle, etc. Donc c'est des mecs que t'as envie d'aimer. Et au début, tu lis l'interview, tu te fais bon, il est maladroit, quoi. Mais et puis en fait, tu te rends compte qu'il est, il est complètement déconnecté. Effectivement, il fallait qu'il parte, quoi. Ah, mais complètement. Et depuis, il pète un plomb sur Instagram. Alors lui, c'est pas Twitter, c'est Instagram. Bah, Pour en ceux gros, qui veulent pour- se faire ouais. peur, allez Allez, voir, quoi. allez lire un peu, effectivement. Vous verrez que le mec est un peu. En fait, pour résumer la situation, il a quitté Ubi, sachant qu'il avait déjà fondé un autre studio à côté pour développer un jeu qui s'appelle Wild, mais qui revenait malgré tout pour travailler sur Beyond Good and Evil 2. Et en fait, le souci, c'est que le mec, en fait, il a été en mode roue libre, il faisait ce qu'il veut. Donc, il venait par demi-journée, des fois, il venait pas. Disait aux développeurs, vous changez ceci, vous changez là. Et en gros, les équipes de dev étaient en train de ramer pour essayer en fait de faire avancer le projet, malgré le fait que Michel Ancel faisait tout ralentir en fait. Et mettait la Bah ouais. pression. Alors lui, Voilà. il dit bien sûr que c'est pas vrai, que c'est du mensonge, plein de trucs. On sait pas où est la vérité, mais c'est là où je parle de déconnexion, et c'est pour ça qu'il devait partir. C'est que je pense que ces mecs-là, à un moment, c'est comme le PDG la dernière fois qui fait un entretien de 4 heures dans la cuisine avec un junior, tu vois, et Ouais, qui c'est te ça. dit mais je vois pas le problème. Et Michel Ancel qui réalise pas que chez Ubisoft, quand tu t'appelles Michel Ancel, et que tu débarques et que tu dis que ça, tu trouves ça moche, ça a un poids gigantesque. Alors là, je cite une scène, je sais pas si elle a eu lieu, hein, tu vois, mais Oui. euh, Bah, et de toute façon, il y a la phrase de Yves Guillemot qui disait que la position de Michel Ancel étant ce qu'elle est, c'était au travail des RH de protéger les équipes c'est ça, les qui sont sous créatifs. ses ordres. Voilà. C'est ça. Tout est résumé dans la phrase de Yves Guillemot. Ah mais elle est hallucinante. Elle est hallucinante cette phrase. Elle est hallucinante, entre guillemets. Enfin, c'est terrifiant et en même temps d'un réalisme du PDG en Ah, mais c'est disant. d'un cynisme froid. Voilà. Bah, je sais pas si c'est un cynisme, mais c'est en gros, j'ai conscience que on a besoin de lui, mais en même temps, je sais ce qu'il est et comment il faut Ouais. protéger les employés, tu vois. Ouais. C'est incroyable. Et je pense réellement que c'est un mec qui a perdu pied en fait. Mais en fait, Qui- moi, le problème chez Ubisoft et le problème d'Ancel, c'est il ne faut pas mettre des créatifs à la tête de projet. Il faut mettre Mais oui. des managers et des gestionnaires de projet, pas des créatifs. ça. Les créatifs, ils sont dans leur monde, il faut les laisser faire ce qu'ils veulent pour leur direction artistique, pour leur gameplay, mais pas qu'ils soient pour manager des équipes. C'est pas leur Non, mais boulot. c'est ça. Et Ancel, il a toujours été sur des petites équipes. C'est un mec qui vient du jeu vidéo où quand tu bossais tout seul dans ta chambre jusqu'à à faire des nuits blanches, parce que c'est comme ça qu'il a fait Rayman. Ah bah, Quand il il y a t'explique- la génération Eric Chahi, QC, Voilà. etc. Donc, Quand il t'explique comment il a fait Rayman 1 sur PlayStation, où ils étaient en colocation pendant 3 mois, tu vois, voilà, bah, mais c'était autre chose. Et le truc, c'est qu'ils demandent ça maintenant à des équipes de 205. Enfin, c'est plus pareil. L'industrie a changé, quoi. ah oui, c'est industrialisé. Et puis, enfin, tu peux pas avoir et c'est le même problème qu'on a en fait eu ailleurs chez Ubisoft, c'est que les créatifs étaient mis à des positions clés. Il y avait tout pouvoir sur le personnel et en plus c'était des très mauvais managers. Bah, c'est comme souvent, ouais. Voilà, et forcément, bah, ça ne marchait pas. Donc voilà, bravo Ubisoft. Ceci dit, il est parti. Je pense que ça doit bien souffler chez Ubisoft maintenant Montpellier. Ouais. Parce que, Ah, bah, clairement, ouais. Mais Donc, c'était un journaliste sur Twitter qui avait balancé juste au moment où il est parti, avait dit
je veux pas me faire l'avocat du diable ou un truc comme ça, mais je pense qu'il y a pas mal de gens chez Ubisoft Montpellier qui doivent se dire que ça y est, ils vont pouvoir livrer les jeux, quoi. Ah, mais clairement. Clairement, je pense que. Alors, on a dit ça, je crois, les 3 ou 4 derniers épisodes. Ubisoft devrait aller mieux derrière. On attend la prochaine révélation dans le mois d'octobre. C'est un truc de fou, quoi. Sincèrement, j'espère pour eux que c'est fini et qu'ils vont repartir sur des basses scènes. Mais on dit ça à chaque fois, mais franchement, là, c'est incroyable. C'est incroyable. Et Ansel, c'était quand même un sacré porte-étendard, quoi. Oui, ça fait partie de ces. Tu sais, aujourd'hui, ça fait partie de ces développeurs stars, un peu comme un Kojima ou je sais pas qui d'autre, tu vois, qui effectivement porte un studio, c'est un nom, tu vois. C'est le nom que tu mets sur un bouquin, sur un jeu, sur un film, et tu dis, ah, forcément, ça va être bien parce que c'est un tel, tu vois. Mais attends, mais c'est pas ça, c'est qu'en plus, Ubisoft doit tellement à Ansel, parce que Rayman, on l'oublie, mais sur PlayStation, c'est ce qui a fait que Ubisoft est passé dans la cour des grands, quoi. Alors, ok, il a eu quelques échecs, Beyond Good and Evil, ça s'est pas bien vendu, etc., mais tu prends les lapins crétins, le fric qu'a drainé Ubisoft des lapins crétins, partout, et ça continue. Voilà, et c'est quand même une création Michel Ancel, quoi. Donc tu m'étonnes que le mec, entre guillemets, on se disait qu'il était indispensable. Bien sûr. Sauf que c'est pas vrai. Ouais. Personne l'est. Eh non. On dirait ça, c'est une bonne phrase de DRH, ça. Ouais. Écoute, alors j'avais un... Non, il y a Amazon qui a lancé Luna. Je vais en parler vite fait comme ça, mais c'est juste pour... franchement... Mais c'est surtout qu'il y a un double truc sur Amazon, c'est d'un côté, ils lancent ça, c'est intéressant, je vais te laisser développer. Et d'un autre côté, Amazon, leur filiale jeux vidéo, c'est un échec. Ouais, voilà. En fait, voilà, Amazon Luna, c'est leur solution de streaming. Donc, ils ont réussi à annoncer un truc, genre sorti de nulle part, en faisant mieux que Stadia. Voilà. C'est pas dur, hein. C'est pas dur, mais c'est quand même fou. Ils sortent avec un catalogue de jeux qui explose celui de Stadia. Non, mais le catalogue de Stadia, à un moment, faut dire les choses. Stadia, personne comprenait rien à cette offre. Elle avait aucun sens. Mais en plus, ils vont te faire un truc Amazon, c'est tellement vu, ils vont te faire un truc groupé comme avec Prime. En plus, ils ont Twitch. Oui, et puis ils vont te le faire. Ils l'ont déjà annoncé d'ailleurs. Tu vas avoir comme sur Prime des catalogues. Tu pourras acheter des espèces de sous-chaînes dédiées. Ubisoft. Exactement. Voilà. Entre autres, Ubisoft est dans le coup aussi. Oui, mais ils sont dans tous les coups. Amazon en fait va réussir en toute discrétion ce que Google a complètement foiré. C'est comme ça que je l'annonce. Hein. Pour réussir, on verra. Hein. On verra. Moi, mais il faut déjà s'ils réussissent techniquement et que le catalogue en tout cas, il est là. Et quand tu regardes les jeux, ça fait quand même beaucoup plus envie que ce qui est proposé par Google. Hein, je suis désolé. Hein. Ah oui, non mais parce que là, on parle pas d'acheter des jeux, on parle de jeux que tu pourras jouer. Mais c'est ça. Mais de toute façon, ils arrivent avec un modèle d'abonnement à la Game Pass. Voilà. C'est ce qu'on a toujours dit pour le streaming. C'est ce modèle-là et pas autre chose. Stadia avec leur rachat à l'unité. Stadia avec son système à l'unité où tu achètes un jeu, mais si tu arrêtes le service, c'était incompréhensible. Voilà. Parce que tu achètes un jeu, mais t'as pas la console, donc débile. Bon, c'était la petite aparté, ouais, et puis aussi effectivement les studios de chez Amazon, non mais t'as entendu pour Crucible. Oui, non mais c'est bon, là c'est la compétence totale. Quoi. Il y a rien qui marche. Oui, mais je me dis, il y a rien qui marche, tout est annulé, tout est retardé. Enfin... Quand je pense au pognon qu'ils ont mis là-dedans, dans leur studio de AAA, là, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a rien qui sort, quoi. C'est hallucinant. Écoute, et dernier point. Là, c'est du tout frais, puisque je voulais juste parler de la sortie des annonces de chez AMD pour les Ryzen. Donc là, on parle vraiment sur le PC. Ça, il faut. Ouais. Il faut parler parce que, alors pour ceux qui seraient peut-être pas PCistes, parce qu'il y en a aussi chez nous, voilà, il y a peut-être des joueurs consoles qui nous écoutent, je suis sûr. Est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent ? Est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent ? Si vous écoutez... N'hésitez pas à vous signaler parce que... Signalez-vous. Donc AMD, constructeur de processeurs et de cartes graphiques, concurrent de Nvidia et d'Intel, sur le mois d'octobre, donc a annoncé là le 8 octobre dernier ses nouveaux processeurs Ryzen, donc pour PC. Et en gros, sur la conférence de un peu moins d'une demi-heure, le mot qui revient tout le temps, c'est gaming, 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 gaming. Et les processeurs qu'ils annoncent, les nouveaux Ryzen basés sur leur architecture Zen 3, clairement, si les benchmarks confirment ce qui a été montré, on va enterrer Intel et seront moins chers. Ouais. En résumant. Non, mais voilà, moi ça n'a fait que me convaincre, même si je pense que bon, les benchmarks constructeurs, je m'en méfie toujours, mais c'est ce que je disais sur Nvidia la dernière fois. Mais
Mais j'avais déjà planifié que mon prochain processeur était un AMD, pour plein de raisons. Bah là, c'est plus que confirmé, quoi. Voilà, donc les processeurs qui vont annoncer vont sortir début novembre. On parle d'une hausse autour de 19-20% de performance un peu globale. Sur certains jeux, effectivement, à config Alors, égal. Ouais, enfin c'est 20% d'opération en plus, c'est un peu Voilà, particulier. ouais, c'est un peu mais- particulier, mais ils ont fait des tableaux d'ailleurs qui étaient assez honnêtes, puisque sur certains jeux, ils Oui. montraient qu'en fait, ils étaient négatifs Que- par rapport à d'autres. C'est ça. Ça a le mérite d'être montré. Je crois que c'est sur Battlefield 1, je crois qu'ils étaient moins performants. Mais Ouais, genre enfin, moins 1%, d'une frame, 2%. ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est pas grand chose, mais il y avait certains jeux comme par exemple le dernier Tomb Raider où ils étaient quasi à 20% de perf en plus, quoi. 25, ouais. Voilà, à config égal. Donc c'est pour un apport en termes de CPU où on dit souvent que c'est le GPU qui fait le plus gros. Bah, avec les... Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'avec les dernières GeForce 3000, etc., le GPU est devenu... le CPU est redevenu un point de... Comment dire, d'étouffement des performances. Un goulot d'étranglement. Un goulot d'étranglement, merci. Je cherchais. Et donc, bah, très bien. Tant mieux, ça évolue tout ça, c'est cool. Ouais, Moi, c'est ça me cool. va. Hein. Et ils ont aussi au passage me montré rapidement un peu les potentiels perfs de leur nouvelle série de cartes graphiques qui seront annoncées à la fin du mois, Ouais. donc la réponse à Nvidia, où ils montraient déjà un Borderlands à plus de 60 FPS en 4K. Et ils ont l'air confiants. Hein. Et ils ont l'air très confiants. Moi et mes potes, hein, parce que jusqu'à présent, ils n'étaient pas aussi sereins que ça à AMD hein, sur leurs cartes. Et il faut quand même savoir que Nvidia a mis en avant ses performances 4K via le DLSS. On en a parlé Oui. déjà. Le DLSS n'est qu'une façon, entre guillemets, de passer en d'upscaler de la basse résolution en 4K. C'était pas de la 4K native. Alors qu'AMD sont en train de parler de dire on fait tourner les jeux en 4K natif à plus de 60 FPS. C'est quand même une belle. Enfin, c'est une performance assez impressionnante. Ouais, Sachant puis, que le DLSS de chez Nvidia n'est compatible que sous certains jeux. oui, mais c'est ce qu'on a dit la dernière fois. Et sachant que malgré tout, en plus, il y a un autre truc. Hein, c'est qu'AMD, naturellement, leur architecture, c'est celle qu'on a dans les deux consoles. Aussi. Donc c'est tout bête. Hein. Mais si tu optimises ton jeu pour la Xbox Series X, la PS5, bah, sur PC, il y a quand même de bonnes chances qu'il tourne bien. Après, le problème d'AMD, c'est toujours été les pilotes. Donc ça, on verra bien. On verra bien, sachant qu'il y a aussi un autre point très important, c'est que les cartes graphiques de chez Nvidia sont introuvables aujourd'hui. Ils ont repoussé la sortie des 3070 pour le mois de décembre, si je dis pas de bêtises. Les 3080, les prix ont explosé. C'est délirant. C'est délirant, c'est introuvable. Et quand vous allez trouver, elles sont à 200, 300 ou 400 euros plus cher que le prix normal. Et sachant qu'elles ont des problèmes de fiabilité. Et en plus, elles ont des problèmes de fiabilité. Il y a des problèmes de mise à jour de pilotes qui ont été a priori corrigés, mais voilà, il y a des problèmes de fiabilité matériels. Donc ça c'est catastrophique. Pas corrigeable. Voilà, pas corrigeable. Donc si c'est tant pis pour vous, bah, tant pis pour vous. Ou il faut renvoyer les cartes en SAV, donc ce qui est pas terrible quand vous venez d'acheter une carte à 700 euros. Et quand tu l'as eu à 700, ouais. Voilà. Et que par exemple sur les donc nouveaux Ryzen, les prix annoncés sont moins chers que la concurrence chez Intel. On peut oser espérer que ce soit également le cas sur la partie GPU. Bah, et en théorie, encore une fois, c'est-à-dire que la différence, c'est que leur fameuse puce là, vu qu'elle équipe les consoles, ils sont déjà en train de la produire à plusieurs millions d'exemplaires. C'est ça. Donc ils ont déjà des économies d'échelle. Voilà, donc c'est l'architecture RDNA 2. Ouais. Ouais, et qui effectivement, eux, ils produisent depuis des mois cette architecture. Donc il y aura très peu probable des ruptures de stock. Il est très probable aussi que ce soit fiable. Voilà. Donc, et qu'elle chauffe pas trop. Parce que les consoliers, ils aiment pas trop quand les puces elles passent à 90 degrés et qu'elles consomment 500 watts aussi. Ouais, on n'a pas de terme, mais sur la série X, visiblement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Hein. Ça a l'air d'être très très chaud. Écoute, on verra. Moi, j'attends un peu. J'ai des retours. Ils disent ça chauffe, mais ça chauffe pas plus qu'un PC, quoi. Enfin, tu vois, l'air du ventilo est chaud, quoi. Pour l'aparté, c'est qu'ils avaient l'air de dire que quand la console était en idle, qui fait rien, elle chauffait malgré tout beaucoup. Et ça, c'est quand même un problème. En termes de consommation électrique, c'est quand même un gros problème. C'est pas très, tu vois, éco-friendly quand même. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Faudra voir. Faut voir le système de ventilation qui a été mis en place. C'est toujours pareil, quoi. Mais en tout cas, c'est très intéressant, en tout cas, que ce soit au niveau des consoles ou des PC. Là, il y a vraiment des choses qui se passent en termes de concurrence, de solutions. Attends, ça fait incroyable. 6 ans que ça bouge pas, qu'on fait des sauts de moineaux, là. Ça y est, ça bouge. C'est bien, ouais. Bien. Bah écoute, on va conclure ça à part ça, et on va passer au osefomètre. Et on va faire vite. Ouais, on va faire vite, allez. Et c'est l'heure du osefomètre. Allez, c'est l'heure de l'osefomètre, les news Osef.
et des trucs qu'on se tape royal et qui genre n'a aucun intérêt et qu'on va quand même en parler. Alors c'est quoi tes news OMSF du mois de septembre? Alors je vais commencer par les Sims 4 Star Wars. Ok. Voilà. Bon, en même temps, il y a 10 milliards d'extensions pour les Sims, donc... Oui, alors il paraît que celle de Star Wars c'est pas mal fait. Les Sims, je n'y ai pas touché depuis... En fait, je crois que j'y ai jamais touché. Mais donc c'est bien pour ça que c'est OSEF, quoi. Ouais, mais c'est bien, c'est que, tu vois, tous les deux, sur notre premier thème, on attaque des sujets de jeux qui sont ultra cultes, et on les attaque direct en frontal. Moi, ma news OSEF, c'est Steve de Minecraft dans Super Smash Bros. Ouais. D'accord. Voilà. Et j'en ai rien... Minecraft, il faudra que j'y joue un jour. Alors, Minecraft, j'y jouerai, je l'achèterai, etc. Parce que je veux... J'y ai joué un petit peu comme ça. Je veux savoir et je vois le potentiel. Super Smash Bros, c'est vraiment le truc, je m'en balèque, mais royal, quoi. Je crois que le dernier que j'ai fait, c'était sur GameCube. Voilà. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire, quand tu peux dire ça, c'est de la daube. Je n'ai même pas le temps de parler. Non, ça fait mal aux yeux, c'est tout. Oui, c'est bon. Bref. Quoi d'autre? Electronic Arts change son client d'installation PC. Ah bon, j'ai même pas vu. C'est Origin meurt, c'est fini. Et donc il lance EA Desktop en version bêta. Tu vois, c'est drôle parce que tu vois, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lancé Origin que je le savais même pas. Bah, c'est pour ça que... Ouais, voilà, c'est ça. C'est que... Enfin... Puis j'ai vu la gueule du truc, on dirait de l'Origin avec une skin moche. Oui, ok. Voilà. On s'en fout. Ouais. Moi, j'ai un truc... Alors, tu vois, j'ai un truc bien polémique. La sortie de Baldur's Gate 3 en version Early Access. Oui. Pourquoi? Enfin, c'est pas le jeu en lui-même. C'est pourquoi sortir un CRPG aussi massif qui est annoncé par l'Ariane? Tu sors ça en Early Access pour avoir de la thune, ok, mais enfin... Je sais pas, l'Ariane, en général, quand il lance le jeu, quel que soit, même le nom, c'est de l'Early Access, non? Bah bien sûr, évidemment. Ils sont cohérents. Voilà, au moins, c'est assumé cette fois. Pourquoi s'embêter? Ouais, bah bon, écoute, je sais pas. Quoi d'autre? Moi, je vais remettre un petit coup, parce qu'il fallait quand même qu'un jour je le mette dans l'osefomètre, quoi. Stadia. C'est quoi, Stadia? Voilà. Stadia. Ok. C'est tout. Ok. J'ai pas plus. À toi. Oui, alors... Il y a eu le trailer pour le Call of Duty Cold War. Oui, celui où Reagan te demande de faire des crimes de guerre. Voilà, et je ne répondrai qu'une chose en commentaire. Nous, chez Activision, comme nous ne faisons pas de jeux politiques. Mm-hmm. Voilà. Voilà. Et on a un point commun aux F. Grave. Ouais, le TGS. Mais je savais même pas qu'il avait eu lieu. Bah, en même temps, le salon, il n'a pas eu lieu en tant que tel. Il a été fait en version comme la Gamescom. Il a été en des maths. Je sais, mais je suis tombé sur un tweet ou un truc qui disait « Ah ouais, le TGS cette année ?» J'ai fait « Quoi ?» Et je suis allé regarder. Il n'y avait rien. Bah écoute, le seul truc intéressant, c'était la conférence NIR de Square Enix qui a annoncé le remaster de Replicant. Bah, il l'avait déjà annoncé, mais c'est déjà montré un peu, c'est ça. Ils l'ont montré, etc. Mais bon, ce qui est très drôle, tu vois, on va quand même parler un peu du TGS parce que c'est quand même un gros salon. Mais ce qui était très drôle, c'est que moi j'ai regardé certaines confs, tu vois, de Capcom, etc. En gros, tu avais toujours 20 minutes où vous allez parler de un ou deux jeux, un jeu mobile que tout le monde s'en fout parce qu'on pourra jamais y jouer nulle part en dehors du Japon, et 20 minutes sur des figurines et des goodies, tu vois. Ouais, non, mais c'est surréaliste. Enfin... C'est waouh, c'est alors que. Ouais, là. Mais c'est toujours le même problème en fait avec le TGS, c'est qu'il est trop près de la Gamescom. C'est quand même un salon qui est venu maintenant très fermé sur le Japon, quelque part. Oui, et puis là le Covid a pas aidé, c'est-à-dire que vu que personne faisait le déplacement, qu'est-ce que Microsoft allait annoncer des trucs. D'accord, ok, très bon commentaire de Maxime. Donc merci à toi. Voilà. C'était Gabriel. Ah voilà, bah une chance sur deux. Mais ça, c'est un commentaire très pertinent sur le TGS. Ça, c'est... ouais, Yo-Yo Rapido, d'accord. Voilà. Donc voilà, Yo-Yo Rapido, le GTS, il y avait rien à voir. Bon, autre chose, t'as pas... Non, pas donné de Non, moi, je sais. J'ai vidé mon sac. Ouais, il y en avait d'autres, mais bon, je dis, bref. C'est des trucs qu'on serait capable de dire des choses dessus, donc peut-être pas, quoi. Mais... Bah écoute, je crois que ça va conclure cet épisode de septembre. Ouais. Est-ce qu'on en fera un autre en octobre ou pas ? Je crois pas. Hein. Je pense que non, attends le mois de novembre. Mais par contre, on a un épisode spécial à faire. Oui. On peut l'annoncer, ceci dit, hein, c'est pas gênant. Oui, on peut l'annoncer, c'est pas secret. Hein. Voilà, c'est pas secret. On fera courant octobre, donc plutôt pour la fin du mois,
un épisode spécial sur comment choisir et monter son PC. Voilà, alors on va pas faire une revue, on va pas dicter des pièces précises, parce que c'est pas ça le but. C'est pas l'idée. Le but c'est que à nous deux on doit avoir Plus de 40 ans d'expérience. facilement plus de 40 ans d'expérience, parce que moi j'ai commencé il y a déjà plus de 30 ans. Bah écoute, il y a 30 ans. Bah, moi je dirais qu'une chose, mon premier PC c'était un IBM XT. Vous allez voilà, ouais. aller chercher dans Google, vous allez voir ce que c'était. Et donc on en a monté quand même quelques-uns des PC, Oui. et on va juste, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui se posent des questions, qui ont peur de franchir le pas, etc., faire un épisode comme ça, où on va expliquer nos conseils, quoi. Ouais, c'est ça. En toute modestie, en disant qu'on prétend pas voir la vérité, c'est juste... on est tous tombés dans des pièges à des moments ou à un autre, et c'est bien de... Il y a des conseils que j'aurais bien aimé qu'on me donne à l'époque. Clairement. Bah, l'objectif, en fait, ça va vraiment être de vous conseiller comment créer des configs cohérentes. C'est-à-dire, c'est ça. en fonction de votre profil de joueur, de votre budget, et les deux souvent se croisent, c'est de vous dire comment choisir vos pièces, comment vous orienter sur certaines marques, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire. Qu'est-ce qu'il faut prioriser, qu'est-ce qu'il faut éviter à tout prix. Voilà, qu'est-ce qui est plus important dans votre choix de votre config. Est-ce qu'il est plus important de prendre un CPU ou une carte graphique puissante, la capacité de mémoire, les types de disques durs, etc. On va vous conseiller sur ça. On va pas vous dire vous devez prendre telle référence de chez Western Digital ou de chez Corsair. Parce qu'on n'a pas... Déjà, enfin voilà, nous, ce serait pas notre avis à nous, ce serait des relectures d'autres avis. Voilà, on n'est pas là pour faire des benchmarks. Voilà, c'est ça. Mais bon, on vous dira effectivement si en fonction de votre budget, qu'est-ce qui est le plus cohérent à acheter, et en vous conseillant par contre certaines marques évidemment. On vous dira pas les modèles, mais on vous dira cette marque-là est réputée pour sa qualité, celle-ci est plutôt à éviter. Et dans certains domaines, puis voilà. Donc c'est l'idée. Donc on fera ça à la fin du mois. Ce sera peut-être un petit épisode, pas trop long, je pense. On verra. Ouais, on est bavards tous les deux, ça peut durer. Oui, surtout qu'on peut partir dans un débat sur AMD, Nvidia ou Intel, AMD. Tout à fait. Donc, clairement. Ou revenir un petit peu sur l'historique du PC. Dire, souviens-toi de mon temps quand j'avais acheté mon x86. Souviens-toi de mon Cyrix. Ma barrette de RAM cramée de 1 mégaoctet à l'époque. Oui. Quand rappelle-toi, j'avais un Cyrix et qu'on disait que c'était vachement bien et qu'en fait, pas du tout. Bah ça dépend, si tu jouais à des jeux 2D, c'était pas mal. Rappelle-toi quand on disait est-ce qu'il vaut mieux prendre une Matrox ou une Riva TNT? Bah bien sûr, je me souviens de tout ça. Rappelle de tout ça. Voilà, ça va pas parler à grand monde, mais ceux qui se rappellent, ils votent là, ils font ouh, j'avais complètement culté tout ça. Ouais. Bref, et Matrox Millennium 2. Ouais, carrément. Et GeForce MX. Parce qu'elle avait un super RAM DAC. C'est pour ça qu'on l'a acheté. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait... C'est le truc que tu regardes même plus sur les cartes graphiques. Plus personne regarde ça. Mais franchement, genre petit preview, c'est aujourd'hui on vit une époque où c'est tellement plus facile et agréable de monter un PC qu'à l'époque, parce qu'à l'époque t'achetais un matos au mois de janvier, en juin il était déjà obsolète. Oui, déjà, oui. Enfin, il y avait l'espérance de vie de tes composants était de 1 an, et je parle d'espérance de vie en termes de compétitivité, quoi, en termes de perf. Et puis même, le montage du PC, c'est vachement simplifié. Hein. Ah oui, et puis surtout, il y a moins de marques, alors qu'à l'époque, voilà, en termes de processeurs, il y avait plus de marques. Oui. Plus de cartes mères. Les chipsets, ce bordel. Ah oui, aujourd'hui, on se pose plus trop la question du chipset, on regarde quel celui qui est compatible avec le processeur qu'on va acheter, alors qu'à l'époque, oh là là. Puis les RAM no name, enfin tous les trucs. Oh, et les configurations des jumpers sur les cartes mères, tout comme ça. Oui, tous ces trucs sympathiques. Qui ont disparu. Non, alors que moi, la dernière fois, j'ai démonté entièrement, j'ai changé mon PC de boîtier, donc j'ai tout démonté. C'est comme si je montais quasiment un nouveau PC, ça m'a pris une demi-heure. Oui, c'est tellement plus simple et tellement... Il n'y a plus de questions à se poser vraiment, quoi. Donc, c'est ça, quoi. Bon, on verra ça le mois prochain, enfin à la fin du mois. C'est ça. Bon, écoute Bruno, sur ce, je te dis bonne chance avec tes enfants. Ouais, merci, parce que là, ils sont fatigants. Oui, ils vont me donner des montages, je les adore. Tous les mois. Ah ouais, bah, là, ce mois-ci, particulièrement quand même. Hein. Ouais, bah... Tu sais quoi, je vais laisser les... Il suffit d'entendre ça et on entend aïe derrière. Voilà, je vais laisser tous les cris, tu vois. Allez, ça marche. Que les gens se rendent compte dans quelles conditions on enregistre. Voilà, vous vous rendez pas compte. Allez, à la prochaine. À plus tout le monde et merci à tous. Bye.